messieurs, bienvenue à vous. Journée de Ligue 1 en semaine, 10e journée de Ligue 1, donc en ce mercredi. Nous sommes jeudi, je ne suis pas chez moi comme vous le voyez, mais il y a quand même le débrief. Mon setup portable est actuellement à Rennes, chez mon associé. Mais ça ne nous empêche pas de débriefer cette chatoyante 10e journée qui avait lieu hier, en ce mercredi de fin octobre, mercredi d'Halloween, avec des résultats qui font peur, puisque les leaders du championnat se sont tous fait caca dessus. On va débriefer ça tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher les petits pouces, à booster la vidéo, à mettre des commentaires avec tout et n'importe quoi. La dernière fois, on a eu la température de fonte du bris. Donc merci à vous pour toutes les informations signées ChatGPT que vous m'envoyez dans les commentaires. Ça me fait très plaisir. Et en vrai, ça référence bien la vidéo. Donc ça fait plaisir. Merci à vous. Et on dit bonjour à Twitch. On dit bonjour à YouTube du côté de Twitch. Voilà, regardez, ils vous disent bonjour là dans le chat à côté. Voilà, 9 matchs, donc 4 matchs à 19h, 5 matchs à 21h pour beaucoup de surprises sur les résultats de cette journée, puisque comme vous le voyez, on a commencé par une salve de 4 matchs avec une victoire étriquée du Havre face à Brest. C'était pas le match le plus passionnant du week-end, une victoire qui va mettre Brest encore plus dans la sauce et qui permet au Havre de sortir tranquillement de la zone rouge et de s'installer presque en milieu de tableau du côté du Havre. Lorient, la première grande surprise de la soirée, qui a tenu en échec le Paris Saint-Germain, et c'est même pas un hold-up, le Paris Saint-Germain a été très mauvais et Lorient a fait un sacré match. Du côté de Metz, on a la deuxième grosse surprise, puisque Metz, en perdition totale, accueillait le deuxième du championnat, le RC Lens, pour un match qui s'annonçait plutôt simple pour le RC Lens. Ça n'a pas été le cas. Metz a sorti un super match pour une victoire 2-0 contre Lens. Nice-Lille, autre surprise, on s'attendait quand même à des Lillois vaillants, et non, les Lillois se sont complètement écroulés face à une équipe de Nice plutôt chatoyante également. Donc ça, c'était la première salve de la journée. C'était pas non plus des matchs fascinants. À la mi-temps, on avait juste un but sur penalty et c'était à peu près tout. C'était un but de Sofiane Diop. Donc on s'attendait pas forcément à voir la déferlante de buts qu'il y a eu dans la deuxième partie de soirée, puisque sur les 5 matchs de 21h, on a eu 25 buts, 5 buts par match, à commencer par le match nul, surprise entre Marseille et Angers. Marseille qui a été globalement catastrophique sur ce match et qui a dû s'en remettre à une entrée absolument fabuleuse de Robinho Vaz pour aller chercher un point à Angers, qui a été vaillant toute la rencontre et qui a été sacrément meilleur. Donc il y a quand même un certain nombre de questions à se poser du côté de Marseille, mais fort heureusement, les Marseillais ne seront pas seuls à se poser des questions ce week-end. Du côté de Monaco, on aura des questions à se poser sur le plan défensif, mais du côté offensif, ça a brillé de mille feux. Victoire 5-3 sur la pelouse de la Beaujoire. Nantes qui a été brillant, notamment via Mathis Ablin. Ça a été serré jusqu'au bout, puisque le but du 5-3 est arrivé à la 94e minute. C'est un match vraiment foufou. Nantes-Monaco, assez dingue, 8 buts dans ce match, et des sacrés bangers également. On terminera par Paris FC Lyon, cette remontada du Paris FC qui était menée 3-0 à l'heure de jeu avant de remettre 1, 2, puis un troisième but. Le tout grâce à des choix calamiteux de Paulo Fonseca sur son banc, changement défensif à la con. On commence à être habitué du côté de l'OL à ne pas savoir gérer un match et des situations. C'est ce qui s'est passé également pour Rennes, qui menait 2-0 face à Toulouse et qui également, avec des changements de terroristes de la part de Habib Beye, qui a sorti son buteur pour un défenseur qui est fautif sur un penalty et qui fait donc match nul face à Toulouse, mais Habib Beye a été confirmé dans ses fonctions par le DG du Stade Rennais. Le totem d'immunité continue toujours, et le dernier match, c'était une nouvelle boucherie du Racing Club de Strasbourg face à un promu. On avait eu déjà une énorme boucherie contre Auxerre, je dis un promu, n'importe quoi, ils sont pas du tout promus Auxerre, mais face à une petite équipe qui joue le maintien. Ils avaient tarté la gueule de Angers 5-0, ils ont tarté la gueule de Auxerre 3-0, ça aurait pu être bien pire pour la Auxerre, qui a été catastrophique sur ce match, et c'est de plus en plus inquiétant du côté de la Auxerre. Voilà, on a donc eu 32 buts pour ce double multiplex du mercredi. Beaucoup de surprises, des victoires inattendues, des matchs nuls inattendus, des remontadas. Il fallait rien faire de son mercredi, il fallait regarder la Ligue 1. Beye, ça saute à la trêve. On va en parler. On va commencer, si vous le voulez bien, par
par un des matchs surprises de cette journée, puisqu'on va commencer avec le match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Alors laissez-moi juste le temps de bien faire mes éléments. Voilà, le match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. On s'attendait quand même à une sacrée pétée de la part du Paris Saint-Germain qui avait remis sur le tapis des joueurs comme Dembélé, Doué, Mendes. Alors on avait un milieu qui était très jeune, 19 ans de moyenne d'âge. On avait Mbaye, Mayoulou et Ngantiou qui étaient titulaires. Ça aurait dû suffire du côté du Paris Saint-Germain, mais pourtant, le FC Lorient, qui restait sur 3 matchs sans victoire, a tenu tête au Paris Saint-Germain. On a une première mi-temps qui est vraiment hyper insipide. Il se passe vraiment pas grand-chose en première mi-temps. Je crois qu'au niveau des XG, on a 0,09 XG à 0,07. Donc autant vous dire qu'on n'a pas très envie de regarder le match de foot. J'allais dire Fonseca. Luis Enrique fait quelques changements à la mi-temps, fait rentrer Neves et Vitinha, et ça marche direct, puisque Doué côté droit vient servir Mendes, qui conclut en 2 temps. C'est le 2e but de Mendes cette saison après le magnifique coup franc qu'il avait marqué il y a quelques temps. Mais là, généralement, quand le Paris Saint-Germain ouvre le score contre une petite équipe, on pense que c'est plié et que c'est terminé. Et pourtant, on a cette égalisation lorientaise dans la foulée, 51e minute, donc 2 minutes plus tard, avec Arsène Kouassi, qui est vraiment un très bon joueur et qui s'affirme de journée en journée du côté de Lorient, qui déboule côté gauche, qui tourne boule complet, le pauvre Zabarni qui a vraiment un centre de gravité bas, pour rester poli, et qui centre fort, Chevalier qui repousse, ça retombe sur Igor Silva, défenseur central, qui débarque à l'entrée de la surface et qui balance un patator inarrêtable, un partout. Et derrière, scénario assez classique du Paris Saint-Germain qui va pousser pendant que Lorient va résister. Mais Lorient a fait un peu plus que résister. Ça aurait pu mal terminer du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont concédé des occasions en fin de match. Et au final, on termine sur ce match nul assez décevant pour le Paris Saint-Germain, qui fort heureusement a pu compter sur les résultats des concurrents qui se sont tous plus ou moins plantés, Lens, Lyon et compagnie, pour garder un petit puntos d'avance. Mais c'est pas flamboyant le Paris Saint-Germain pour l'instant. Clairement, c'est ce que tu dis, Pompavelao, dans le chat, l'absence de prépa physique, elle commence à se faire un peu ressentir du côté du Paris Saint-Germain. Je sais pas si c'est lié, mais on a eu une grosse blessure, une blessure qualifiée de bizarre par Luis Enrique, de Désiré Doué, qui était à peine revenu de blessure, qui a très peu joué cette saison et qui est de nouveau sorti sur civière dans un état lamentable. Donc le Paris Saint-Germain, c'est compliqué au niveau physique, c'est compliqué dans la continuité, ça va très bien en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, ça souffle le chaud et le froid, ça perd par-ci, ça fait des nuls par-là. Pas forcément rassurant, et ça risque de pas aller en s'améliorant, puisqu'on voit que physiquement c'est compliqué. Doué moins grave que prévu, d'accord. Chevalier a été comment? Pas grand chose à faire. Chevalier peut pas faire beaucoup plus sur le but. Il repousse le ballon, il se relève, mais après il prend un banger qui va dans le petit filet. S'il la sort, c'est un arrêt miraculeux. C'est pas Chevalier vraiment le fautif sur ce match-là. À mon sens, c'est le milieu de terrain qui a pas été bon. Ça a manqué de créativité, ça a manqué d'automatisme, et même devant, ça a été un peu timide, quoi. Donc au CF de la Ligue 1, ce qui compte, c'est le top 8 pour les matchs du printemps. Bah oui, on sait bien que le Paris Saint-Germain joue pas sa saison maintenant, et que ça leur suffit. On avait dit lors du match contre Brest le week-end dernier, ils étaient vraiment en chaussettes, et ça leur a suffi pour gagner 3-0 contre une équipe de Brest qui n'a pas été catastrophique, mais vraiment ils ont joué en chaussons contre Brest à l'extérieur, et là ils ont continué à jouer en chaussons, mais ça n'a pas fonctionné. On a souvent eu des matchs comme ça du Paris Saint-Germain qui se dédouanaient avec de la qualité individuelle. Il en a un peu manqué sur ce match-là, et voilà, nos attaquants n'ont pas commencé leur saison. Oui, c'est aussi le problème. On a le sentiment que la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1, elle n'a pas encore commencé. Est-ce que c'est grave? Non, puisqu'on sait que le pic de forme du Paris Saint-Germain, c'est censé être en février-mars, et que c'est très difficile d'aller les chercher sur cette période-là, à moins d'une crise, ce qu'ils n'ont jamais eu l'an dernier. En attendant, tant mieux pour le spectacle, puisque ça nous permet d'avoir un peu de suspense, d'avoir 6 équipes qui se tiennent en 2 points en haut du tableau. C'est quand même assez cool dans l'absolu. On avait une grosse inquiétude pour la blessure de Désiré Doué. Finalement, ça a l'air un peu moins grave que prévu d'après ce que vous me dites. Mais on a toujours quand même du côté du Paris Saint-Germain ce problème de tueur en attaque, quoi. Gonzalo Ramos, c'est pas suffisant. Dembélé, c'est pareil, sa saison n'est pas vraiment lancée. Barcola, un coup c'est super, un coup c'est quand même très bof. Kvaratskhelia, moi j'aime beaucoup, mais bon, voilà. Les jeunes, ça reste des jeunes.
Je suis curieux de voir la suite de la saison du Paris Saint-Germain. J'espère secrètement que ça va continuer à être compliqué pour qu'on ait du suspense. Mais on avait quand même anticipé en début de saison que ça allait être compliqué physiquement. Et on voit que c'est compliqué physiquement. Hein. On sent que FM26 est sorti concernant Dembélé. Alors, vu l'état dans lequel est sorti FM26, il est sorti dans le même état que Désiré Doué avant-hier. Donc voilà, Gvara, foutage de gueule en Ligue 1. Ouais, Gvara, on a quand même l'impression que Lorient, ça l'intéresse pas trop, quoi, par exemple. Mais bon. Jamais facile au moustoir pour le PSG. J'ai pas souvenir des derniers matchs. Mais c'est vrai que le moustoir a tendance à être pas forcément très simple d'aller jouer là-bas, quoi. Match rassurant du côté de Lorient. Oui, mais on va en parler. Puisqu'on a suffisamment parlé du PSG, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est qu'ils ont raté leur match et que les changements à la mi-temps, ça a donné un peu de mieux, mais pas suffisamment. Par contre, du côté de Lorient, on avait une équipe de Lorient qui a quand même pris un sacré bouillon contre Lille, qui pareil souffle le chaud et le froid. On a dit la semaine précédente que Mvogo avait été catastrophique. Là, il a été très très bon et la défense de manière générale de Lorient a été très bonne. On avait une défense dans laquelle on n'avait pas faille. Il me semble qu'on avait Yongwa, Talbi, Silva. Et pour le coup, ça a très très bien fonctionné. Le trio de devant, c'était Derman, Pagis, Bamba. Ça a été plutôt brillant aussi. Mais effectivement, on attendait Vogo à un niveau tolérable, lui qui avait été très bon l'an dernier, qui était parti libre avant de revenir face à l'échec de sa recherche d'un meilleur club que Lorient, et aussi face au niveau absolument abyssal affiché par Bangarou Camara. Si Vogo maintient ce niveau-là, peut-être que Lorient a des espoirs sur la fin de saison, parce qu'on les avait quand même mis dans le wagon pour la Ligue 2 Lorient. Il n'y avait pas faille, mais il y avait des failles. Oui, après ça va, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de failles. Donc une défense de type bus. Ouais, mais ils ont été bons. Ils n'ont pas fait que bétonner Lorient sur ce match-là. Hein. C'est pas un match horrible de bétonator. Ils ont été vaillants et ils méritent le match nul sur ce match-là. C'est pas un match nul comme on en a vu contre le PSG avec une équipe qui reste derrière et qui bétonne. Ils ont joué crânement leur chance. Quand ils prennent un but, ils partent à l'abordage direct après. Voilà, ils ont tenté les contres, ils ont joué les contres crânement et ça paye. Ça paye. Après, en première mi-temps, ils n'ont pas la possession évidemment, mais le PSG est faible. Hein. PSG, c'était faible. Donc oui, évidemment qu'on va pas attendre de Lorient qu'ils fassent ce qu'a fait Toulouse. Ils jouent le maintien, je leur en veux pas. Mais ils ont joué crânement leur chance et en fin de match, ils sont pas loin de marquer. Donc voilà, ils ont gagné aucun match à 11. Non mais évidemment que c'est faible Lorient. Évidemment que c'est faible. Je vous dis pas que c'est une équipe de zinzin. Maintenant, c'est une équipe qui a un certain nombre de ressources, ils sont irréguliers, mais ils ont des très bons joueurs. Avom, il n'était pas titulaire sur ce match-là. Avom est un bon joueur. Kadiou a fait un bon match pour sa titularisation, je crois que c'est deuxième titularisation, Kadiou. Devant, ils ont des joueurs qui ont du talent, et moi, je mets l'accent sur Arsène Kouassi, que je trouve excellent. Depuis le début de la saison, c'est le seul vraiment qui tient la dragée haute du côté de Lorient de façon constante, et je pense qu'Arsène Kouassi est un bon coup. C'est un bon coup. Yongwa et Silva, qui pour rappel ne sont pas centraux, mais se sont révélés excellents. Oui, Silva, latéral droit, si je dis pas de bêtises, et Yongwa, pour le coup, on s'en souvient du côté de Lyon, puisqu'il y a quelques années, il nous avait mis un but absolument monumental, alors que l'OL menait 3-1, ça nous rappellera, tiens, des souvenirs. L'OL menait 3-1, et on leur donne le deuxième, et ensuite, on a Mama Baldé qui fait une passe D pour Yongwa, qui envoie une patate. Vous vous en souvenez? C'était il y a 2 ans. Donc voilà, j'aurais bien aimé que Metz prenne Kouassi pour remplacer Udol. Oui, littéralement, on va en parler d'Udol, parce que pareil, c'est une grosse perte, ça. Très mauvais match du PSG, il faudra faire plus en Ligue 1, sinon ça va pas se passer. La question, c'est est-ce qu'il faudra faire plus? Parce que pour l'instant, le PSG, depuis le début de la saison, c'est très moyen. Il y a des matchs qui sont gagnés avec des buts de Beraldo et Zabarni, il y a des matchs qui sont gagnés sur des exploits individuels. C'est dilettant, mais ça suffit. Ils sont en tête du championnat, ils n'ont pas beaucoup d'avance, mais ça suffit. Il leur suffira de mettre le pied sur l'accélérateur à un moment donné, et ça suffira le Paris Saint-Germain. Donc on verra. Il n'y a aucune équipe derrière le Paris Saint-Germain qui caracole. Hein. Marseille, c'est friable. Monaco, c'est toujours très très moyen dans l'absolu. Lyon, n'en parlons pas. Strasbourg, c'est fort contre les faibles, mais c'est très faible contre les forts. Il n'y a pas d'équipe aujourd'hui qui a les épaules pour aller titiller ce Paris Saint-Germain. Donc ils peuvent se permettre de jouer en chaussons. Il n'y a pas de pression sur les épaules du Paris Saint-Germain. On verra, peut-être ça va venir avec la saison. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une série folle d'une des équipes du top 6, là. Mais toutes les équipes dans le top 6 ont des failles. Marseille, il joue une mi-temps sur 2 quasiment tous les matchs. Alors parfois ça se termine en 6-2 ou en 5-2, mais ceux qui regardent les matchs savent que la victoire du Paris FC, elle est en trompe-l'œil et que la victoire contre le Havre aussi. Et là pour le coup, Marseille, ça n'a pas basculé dans leur sens. Lyon, c'est du caca-ball et c'est très friable mentalement. Strasbourg, c'est pareil. Dès qu'il y a un gros club en face, ça bégaye. Le LOSC, c'est très naïf. Et Monaco, c'est pas bon. Donc... c'est tombé 4 matchs fermes pour Doucouré. Ouais, c'est léger quand même. Hein.
On sent Paris en mode diesel, mais la concurrence ne suit pas, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est ça. Après, ça nous donne un championnat très serré, c'est cool. Et c'est pas dit qu'à un moment donné, l'une des équipes du top 6, là, top 7, se mette en route, enchaîne les victoires et vienne mettre un petit coup de pression sur le Paris Saint-Germain. Au moins, on a du suspense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On a parlé de Vogo, on a parlé de Kouassi. Non, globalement, Lorient, rassurant de manière générale sur ce match. On sent qu'il y a de la ressource. Maintenant, le problème de Lorient, c'est qu'il va falloir faire mieux dans les matchs coup près. Et pour l'instant, Lorient, effectivement, ça n'a toujours pas gagné un match à 11 contre 11. Et quand on regarde le calendrier de Lorient, ça va aller du côté de Lens. On va jouer Toulouse, on va jouer Nantes, on va jouer Nice. C'est des matchs moyens et il faudra faire bien, quoi. Pour l'instant, Lorient est toujours 16e. C'est bien de faire match nul contre le PSG, mais c'est quand même mieux de gagner contre les concurrents directs. Vous voyez, prenez un exemple. Le Havre, ils ont perdu contre Monaco. Ils ont pris une branlée contre l'OM. En attendant, le Havre, ils ont gagné contre les concurrents directs et ils sont 11e. Alors, ils sont 11e avec 3 points d'avance sur le 16e. Hein. Mais ce qui compte dans la lutte pour le maintien, c'est pas de faire match nul contre le PSG, c'est de gagner contre ses concurrents directs. Le SCO est en train de le faire aussi. Donc on verra bien ce qu'est capable de faire Lorient sur les matchs qui compteront pour de vrai. Bravo à eux d'avoir arraché ce point contre le Paris Saint-Germain, mais ça ne vaudra pas grand-chose si tu prends des branlées contre Metz ou contre Brest, quoi. Donc voilà. On a globalement tout dit sur ce match entre Metz et le Paris Saint-Germain. On va enchaîner avec le match qui vous intéresse le moins. C'est le match entre Le Havre et Brest. Un match que je pense personne qui n'est pas supporter du Havre-Brest aura vu. Et ça tombe bien, je ne l'ai pas vu non plus. Je me suis contenté du résumé et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche pour voir si je disais pas de bêtises par rapport à ce que j'avais vu. Brest, toujours pas de victoire depuis 3 matchs. Ils ont pris une pétée contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. À côté d'une équipe du Havre qui a battu la JOCR lors du week-end précédent et qui a la petite forme quand même. Hein. On avait un petit peu de turnover du côté du Havre puisqu'on avait la première titularisation de Stéphane Zagadou, 17 piges en défense centrale. C'est le frère de Dan Axel, pour ceux qui se souviennent de Dan Axel Zagadou, qui jouait à Dortmund et qui, je crois, joue à Francfort désormais. On avait également Kérémé, ancien de Caen, comme quoi il y avait toujours des joueurs de foot à Caen. Et du côté de Brest, pareil, 2 titularisations. La première de Lucas Touzard en tant que titulaire et l'arrière-gauche dont j'ai oublié le nom qui remplaçait Bradley Loco. Ça n'a pas été un grand succès du côté du Havre. On a eu une première mi-temps qui avait l'air pas terrible. Globalement, on avait une frappe de Seko, un centre de Dinaï Bimbe et un poteau, si je dis pas de bêtises. On a eu un but hors jeu quand même aussi. On a eu un poteau de Ajorc, voilà, poteau de Ajorc, Daouda Guindo, voilà. Guindo. Bon, match globalement pas passionnant hein, de l'aveu des Brestois. On m'a dit, oh te fais pas chier, c'était pas fabuleux. Un but de Sanganté de la tête sur corner, une petite tête lobée qui vient prendre tout le monde à revers, et puis pas grand chose d'autre. Donc un match assez faible du stade brestois qui fait un peu de peine, très honnêtement. Moi je suis un peu triste parce que c'est une équipe qui m'a filé des frissons en Ligue des Champions. Quand ils font 3e de Ligue 1, c'était la folie pure. C'était vraiment le pouvoir de l'amitié, quoi. Que des joueurs dont on n'aurait jamais pensé qu'ils iraient très très haut, qui finissent en Ligue des Champions, qui vont jouer le Real Madrid et compagnie. Et là cette équipe elle fait un peu de peine. Attention quand même, il y a une confiance à 0. C'est vraiment une mauvaise passe. Alors le calendrier du stade brestois pour les matchs à venir, ils vont accueillir Lyon, ils vont aller à Marseille, ils vont jouer Strasbourg et Monaco. Oh là là, la fin d'année catastrophique pour Brest. Et en plus, ils reprennent l'année par un déplacement à Lyon. Donc Brest, attention. Hein. Et donc voilà, pour un peu de contexte, on est quand même sur un club qui vient de disputer la Ligue des Champions, donc qui a encaissé comme des salles, sauf qu'on est toujours dans l'attente du côté de Brest de ce nouveau stade, qui, c'est vraiment j'arrête YouTube, je reprends YouTube, quoi. C'est, il est validé, puis en fait non, puis en fait oui, puis en fait non. Donc tant qu'on ne sait toujours pas si Brest aura un nouveau stade, le président ne veut pas investir le pognon qu'il a récupéré sur la Ligue des Champions, et le discours du côté de Brest, c'est préparez-vous à une descente. Vous imaginez l'ambiance, quoi. Vous allez jouer le Real Madrid et après, il faut vous préparer à jouer Rodez. Donc, il y a un peu une ambiance de mort du côté de Brest. On a des joueurs qui sont un peu en fin de cycle. On a eu beaucoup de départs cet été qui n'ont pas forcément été bien remplacés. Je pense notamment à Touzard qui a fait quand même un très très mauvais match. On a perdu Pierre Lesmelou, on a perdu Madi Camara, on a perdu Koulibaly qu'on a récupéré derrière, on a perdu Marco Bizot, remplacé par Maieski. C'est toujours très compliqué. Ça fait beaucoup quand même. C'est plein de joueurs cadres. Donc, c'est une équipe qui pue la fin de cycle. Oui, Pierre Rallage aussi.
Et on a récupéré plein de prêts pour garnir un peu ce 11 de départ en fin de course. Et les joueurs qui surnageaient avant, comme Kenny Lala, comme Brendan Chardonnay, comme même Magnetti, qui étaient des joueurs qui avaient atteint le max de leur potentiel, sont redevenus à un niveau un peu moyennasse. Magnetti, c'est très très dur, très honnêtement. Les recrues sont pas forcément au niveau. Dina Bimbe, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie pure. En plus, on n'a pas de chance. Rémi Labolascari est toujours blessé. Majeski, ça a été très compliqué. Il a dû coûter beaucoup de points, même si là, c'est pas de sa faute. C'est vraiment le retour à la réalité du côté de Brest, avec des attentes qui sont probablement démesurées parce qu'on a vécu des saisons absurdes. Et c'est difficile de retourner manger du maintien quand on a goûté à la Ligue des Champions et à la Coupe d'Europe. Donc c'est pas facile pour Brest. Il y a toujours un fond de bonne équipe. Ça se voit sur certains matchs où il manque pas grand-chose, même contre le PSG. C'est vraiment la malchance, quoi. Si Del Castillo se casse pas la gueule et qu'il met le 2-1, peut-être qu'il y a un peu de folie et qu'il se passe quelque chose. Donc on attend du côté de Brest qu'il se passe un truc. Et pour l'instant, on attend depuis le début de la saison qu'il se passe un truc. Il y a une autre équipe qui est dans cette situation-là, c'est la JOCR. La JOCR, ça avait commencé la saison sur des bonnes bases, avec des défaites encourageantes. Et ça tombe, et ça tombe, et ça coule. Et plus ça coule, plus on se dit qu'elle est en train de perdre le petit frisson qu'on avait en début de saison. Et Brest, c'est un peu pareil. On avait commencé par un match nul contre Lille, où Brest aurait mérité de gagner. On s'est dit, attendez, il y a toujours un petit truc. Il y a une victoire 4-1 contre Nice, si je dis pas de bêtises. On s'est dit, ça y est, c'est parti. Et toujours ça s'arrête à un moment donné. Donc ouais, c'est un peu triste. Moi, ça me fait un peu de peine pour cette équipe de Brest, qui est une chouette équipe, mais le coach, il est pas très très en forme. Le président, il est un petit peu braqué avec ses histoires de pognon. Le directeur sportif, il est tendu. L'effectif, il est en fin de course. Ça pue un peu du côté de Brest, et ça nous donne un Brest qui est 14e, à égalité de points avec Lorient 16e. Attention, hein, comme je vous ai dit, il y a Lyon, Marseille, Strasbourg et Monaco qui arrivent. Ça passe ou ça casse, hein. Ça peut lancer, ça peut donner des victoires de prestige et relancer tout ça, comme ça peut être la catastrophada derrière. Donc le déclic va venir contre l'OL, on a l'habitude. Oui, oui, on a l'habitude. Moi j'ai peur, hein. J'ai peur du match contre Brest, hein. On connaît, hein. Oui, le stade est retardé parce qu'il y a des espèces protégées dans le coin. Enfin bon, c'est les mêmes histoires qu'à Lyon à l'époque, hein, accessoirement. Mais ça met le club dans une situation un peu de austère et un peu mortuaire, quoi. Voilà, donc du côté du Havre, il faut quand même en parler. Le Havre, pour l'instant, fait la saison parfaite, hein. La saison parfaite de l'équipe à tout petit budget, avec des miettes, et qui gagne les matchs qu'il faut gagner. Ils avaient gagné contre Auxerre à l'extérieur, ce qui est quand même une énorme perf pour une équipe comme le Havre, d'aller gagner sur le terrain d'un concurrent direct pour le maintien. Là, ils battent Brest et il n'y a pas grand-chose à dire. Tout ça avec des bouts de bois, quoi. Enfin, le mercato du Havre, faut voir la gueule des mecs qui sont allés chercher. On ne connaît quasiment personne. On connaît personne dans les mecs qu'ils ont recrutés. Enfin, le mec qui connaît Seko, qu'ils me disent, parce que moi j'ai jamais entendu parler de ce mec. Samata, ils sont allés le chercher à l'autre bout du monde. Ils recrutent des mecs qui jouent à Caen. Alors quand même, pour aller chercher un footballeur dans ce stade Malherbe de Caen, faut avoir envie, hein. Donc vraiment, le travail qui est fait par Mathieu Bodmer et ses équipes, on salue Julien Maumont aussi, chouette mec, bravo. Franchement, bravo le Havre. Parce que déjà, quand ils montent, ils sont pas favoris pour la montée. Ils montent avec une équipe de gamins. Ils se maintiennent en Ligue 1, pareil, avec des mecs pris au supermarché chez nous, anti-gaspi. Et là, pareil, ils refont le coup cet été. 0 € dépensé du côté du Havre. 0, que des mecs libres. Et pareil, ils sont allés chercher à droite à gauche. Je sais pas comment ils bossent. Honnêtement, je serais très intéressé de savoir comment bosse le Havre pour aller chercher des mecs comme ça. Et ça marche. Et on a des mecs qui sont talentueux. Rassoul Ndiaye, Abdoulaye Touré, Keshta, ça fait longtemps qu'il est là. Je sais pas si ça tiendra toute la saison, hein. C'est toujours sur un fil, le Havre. Mais c'est le action de la Ligue 1, le hack. Ouais, c'est exactement ça. Ils vont chez Normal et puis ils achètent des trucs à 1,50 €, quoi. C'est pendant que Caen recrute Niandouillet. C'est une blague, ça ou... Non, franchement, l'axe Mathieu Bodmer-Digard, j'aurais pas misé 1 € sur le fait que Didier Digard serait encore en poste fin octobre. J'ai un dossier, un fichier Excel de pronostics avec mes vieux copains d'internet. On a une ligne qui est premier coach à se faire virer. Bon, on a tous eu faux parce qu'on a personne n'a mis à 18h, mais on était nombreux à avoir mis Digard, hein. Et pourtant, ça tient. Ça tient. Ça bosse bien avec des bouts de bois. Vraiment, ils font des cabanes sur Koh Lanta et il n'y a pas un pet d'eau qui traverse la charpente, quoi. Bravo les gars.
Super, faut s'incliner. Alors oui, au final, ça ne fait que 12 points après 10 matchs. Mais je crois avoir entendu une stat que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu 12 points après 10 matchs. Généralement, le Havre, c'est tout en bas très très longtemps et miraculeusement ça se sauve ou ça descend. Mais là, bah, ils sont 11e, le Havre. 11e. C'est fou quand même. Alors ils sont dans la deuxième partie. Hein. Il y a une nette distinction entre Nice, 8e, et Rennes. Il y a 5 points de différence entre la 8e et la 10e place. Il y a un trou, hein. Il y a le top et le bas. Et au milieu de ça, il y a Rennes, Toulouse. Mais voilà, je suis très curieux de voir Bodmer, effectivement, bosser avec une équipe qui a plus de moyens. Ça avait failli se faire à Lyon à l'époque. Hein. On avait eu des infos comme quoi Textor et Bodmer s'étaient rencontrés, mais que ça ne l'avait pas fait. Puis après, Bodmer, il avait nié. Enfin bref, tout le monde avait nié parce que ça arrangeait tout le monde. Mais on nous avait expliqué que Bodmer et Lyon, ça avait discuté et que finalement, ça n'avait pas fait. Vu comment Textor gérait son club, je pense que c'est mieux pour Mathieu Bodmer qu'il soit gentiment resté au Havre. Gentiment resté au Havre. Mais non, c'est plein de bons petits joueurs sympas. Les Fodé Doucouré, les Haruna Sanganté. C'est des joueurs qui iront, je pense, jamais très 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 haut. Mais pour jouer le maintien, c'est des sacrés soldats, quoi. Même Morillo, fallait le récupérer, Morillo. Je veux dire, c'est pas un gardien qui était forcément... même en début de saison, on a douté de Morillo. On s'est dit, ouais, c'est pas terrible quand même, ça va pas le faire. Et finalement, bah, ça tient la baraque. Ça tient la baraque. Et Abdoulaye Touré, sacré patron, sacré capitaine de navire quand même, Abdoulaye Touré. Sacré, c'est un capitaine de navire. Pour moi, c'est ça. Alors, le navire, il est un peu chancelant. La charpente, elle est un peu pourrave. Il y a du bois un peu mouillé un peu partout. Mais lui, il a la barre, il a rien à foutre. Hein. Abdoulaye Touré, il est là. Il faut foutre une panenka à la 96e minute contre Strasbourg pour maintenir le club. Pas de problème. Voilà, le sang-froid, il est là. Il faut traîner dans la surface pour mettre un but et débarquer quand il faut. Bravo. Voilà, toujours toqué de sa panenka et derrière. Ah, Abdoulaye Touré, couille, acier trempé. Hein. Pampon, on est fort. Hein. Non, mais le Havre, jamais j'aurais misé pour le fait qu'il serait 11e après 10 journées. C'est une authentique grande performance, donc bravo à eux. Et puis si on parle de surprise, on va passer à la suite. On va passer à la suite avec la vraie grosse surprise de ce week-end. De cette journée de Ligue 1, parce qu'on n'est pas le week-end. C'est la victoire de Metz. Alors là, personne ne l'a vu venir. Personne n'a vu venir la victoire de Metz. Metz, ça fait depuis le début de la saison qu'ils prennent des branlées. Ils n'ont pas gagné un seul match. Ils avaient 2 points. Victoire contre le deuxième du championnat. Mais alors, à la régulière en plus. Hein. Je veux dire, ils ne l'ont pas volé. Hein. Ils ne l'ont pas volé. On est quand même au départ de cette confrontation. On a le RC Lens, qui est deuxième, qui pète la forme, qui a une super dynamique, que j'ai passé 9 journées de Ligue 1 à dire que j'étais hyper jaloux du RC Lens. Et de l'autre, on a Metz, en décrépitude totale, 26 buts encaissés, différence de but de moins 20, où les mecs ont l'air d'avoir totalement abandonné le navire. Il n'y a littéralement personne à sauver dans cette équation-là. Même le capitaine Gauthier Hein, il avait perdu sa place. 2-0. Alors 2-0, pas volé, hein. Voilà, pas volé. Et pareil, un peu comme à Lorient, on a un joueur qui surnage dans cette équipe, c'est le latéral droit, c'est Kofi Kwao. On l'avait déjà dit hein, que Kofi Kwao, c'était une bonne prise, je pense, pour cet hiver. Bon, pareil, un match de malade. Alors il a fallu attendre un peu de temps, hein, parce qu'ils ont dominé la rencontre, Metz, mais ça s'est débloqué très 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 tardivement avec un but de Gauthier Hein, qui allume côté droit pour donner l'avantage. Et derrière, on a un penalty. Et Gauthier Hein, bon, bah, il est pas très fut-fut, quoi. Donc, il a marqué le penalty, puis il avait déjà un jaune, puis il a enlevé le carton rouge. Faut être con quand même. Faut être un peu con. Faut un peu gâcher la fête, quoi. Voilà, c'est un peu con. Gauthier Hein, capitaine courage, doublé, carton rouge. Bon, voilà. Et Péno d'abord et 2-0 ensuite. Pardon, excuse-moi. J'ai inversé. C'est le contre à la 92e qui est mené et qui se termine par Diallo qui passe. Oui, c'est d'abord le penalty. D'ailleurs, une faute un peu débile de Abdulhamid sur Sané. Mais ouais, petit aparté sur Metz sur ce match-là. Très surprenant, parce que autant un hold-up de Metz qui bétonne et qui chatte un but, ça m'aurait pas surpris non plus. Mais là, Metz, ils ont joué crânement leur chance. Ils ont été meilleurs que Lens. Alors, vraiment... Metz meilleur que Lens vu la dynamique, c'est surprenant. Et ils ont été portés par un Gauthier Hein qui était enfin en forme, parce que le début de saison de Gauthier Hein, c'est un sacré caca. Un Kofi Kwao qui continue à être au niveau. Gébamin excellent en défense centrale. Enfin, je veux dire, la défense de Metz, ça fait un pur match. Dans l'équipe type que je vous ai fait, il y a 3 Messins. Si vous m'aviez dit le week-end dernier, tu vas mettre 3 Messins dans ton équipe type, j'aurais bien ri quand même. J'aurais bien... Regarde, elle est là, l'équipe type. Elle est là. Ah non, elle est à l'envers. Elle est là, l'équipe type. Je vous ai mis Kofi Kwao, Gauthier Hein et Gébamin. Voilà, j'ai complètement oublié.
Metz a aligné son 6e arrière-gauche de la saison. PTDR, mais pardon. Oui, je vous ai fait une équipe type sur un méga sketcher. Vous allez faire quoi? Beau budget. Non, mais je l'ai faite aussi sur Photoshop, mais je trouve ça vachement drôle. J'hésite presque à m'en acheter une. Parce que c'est pas mal, ça rend pas mal en vrai. Hein. C'est lisible, hein? Pas mal. Voilà, prenez les screens. Prenez les screens. En mode Romain Molino, exactement. Romain Molino, on va dire ça. Mais ouais, voilà, en tout cas, surprise du chef, dénouement tardif, mais mérité pour Metz. Première victoire de la saison du côté de Metz. Alors, on est toujours à moins 18 de différence de but. On est toujours à 5 puntos, on est encore loin d'avoir réglé les problèmes. Mais petit motif d'espoir, quand même, pour Metz, qui nous ramène un petit peu de suspense, hein, parce qu'on était quand même parti dans l'idée que Metz allait faire un record de points négatifs. Mais voilà, Maxime Collin, beau match assidu. Ouais, Maxime Collin, surprenant aussi. Je ne l'attendais pas forcément à ce niveau-là. Mais ouais, on ramène les morts. Hein. Gauthier Hein, il avait quand même perdu sa place. Il n'était pas titulaire lors du dernier week-end. Donc, bah, il ne sera pas titulaire du prochain week-end vu qu'il sera suspendu. Mais voilà, le Mignon qui sauve sa tête au buzzer. Et peut-être que ça va nous amorcer une bonne dynamique du côté de Metz. Alors, ils ne sont pas forcément très très bien lotis, les Messins, puisqu'ils vont jouer du côté de Nantes, Nice, Brest, Rennes. Et ensuite, ils joueront le PSG pour terminer l'année. Bon courage à vous, les amis messins. Je sais que vous êtes quelques-uns dans le chat. Metz aura 7 points après 14e journée. Il ira ensuite accrocher l'Europe. J'ai cette référence. On avait le retour de Udol aussi. Après, j'ai pas bien vu si Udol avait été acclamé ou pas par les supporters. Quand même passé 19 ans là-bas, même si ça s'est mal fini avec le FC Metz. Il a dû partir un peu au bras de fer. Ça s'était mal terminé. Les deux camps se renvoient la faute. Mais c'était timide, on va dire, par Udol. Ouais, il y a deux camps. Il y a ceux qui lui en veulent d'avoir forcé le départ et ceux qui respectent un peu le fait que le mec a passé quasiment 20 ans au club, qu'il n'avait pas non plus volé son ticket de sortie, quoi. Donc voilà, Metz qui ressort d'entre les morts et Lens, c'est vraiment complètement incompréhensible ce qui s'est passé. Enfin, pourtant, on était sur l'équipe type, hein. On avait même le retour de Machado, on avait juste Aguilar qui était sur le banc en repos. Pour le reste, c'était la classique. On avait Sima et Hudson-Edouard et Thauvin et trou noir complet du côté du RC Lens. Donc oui, il a galéré à avoir des places en famille. Oui, le club n'a pas voulu lui filer des places. Il manquait Malang Sarr, oui. Tu as raison, il manquait Malang Sarr quand même. Mais tu avais quand même récupéré Machado. Donc tu as Udol qui a pu basculer en défense centrale. Et Catastrophada du côté du RC Lens. Donc surprenant. Attention, petite alerte quand même. Autre surprise, puisqu'on n'attendait pas forcément les Lillois dans la sauce. La victoire, nette et sans bavure, de Nice. Avec toujours autant de blessés du côté de l'OGC Nice. Alors je vous les donne, hein, j'ai la liste. Mohamed Ali Chaud, Jonathan Klaus, Terem Mofi, Dante, Youssouf, Bombito et Abdelmonem qui étaient blessés. Ça fait beaucoup là, non? Et du coup on se retrouve avec Djoumaba titulaire, qui était complètement tricard, et Djoumaba homme du match. Bon bah alors là, faut m'expliquer. On a vraiment des trucs qui ont aucun sens dans cette journée de championnat. Le LOSC avait pour le coup l'équipe type quasiment, il manque juste Alexandro. On a Igaman titulaire, alors on va parler du cas Giroud parce qu'on s'est quand même bien paluché sur les 2 buts en début de saison, et il n'y a plus grand chose dans le moteur, hein. Enfin, on en parlera après de ça. On a eu sur ce match une des plus grandes performances de gardien de but que j'ai vues depuis très très longtemps, en la personne de Baudard, donc le gardien remplaçant de Lille. Berkehauser était blessé, Berkehauser qui est pas mal critiqué du côté de Lille. Moi, je pense qu'ils vont arrêter de le critiquer, hein, parce que le match de Baudard, oh là là, la sortie de... Il y a 2 buts du coup du côté de Nice. Le premier but, c'est sur penalty, sur une sortie totalement absurde de Baudard. Vraiment, allez voir le résumé, c'est hilarant. C'est-à-dire qu'il y a Kevin Carlos qui pousse trop le ballon, il est loin, il y a un défenseur niçois qui est devant le ballon, et Baudard, il réussit à rater le ballon et embarquer Kevin Carlos. Bravo, faut s'incliner, juste bravo. Donc voilà, Baudard, je suis pas sûr qu'il remette les pieds sur le terrain avant pas mal de temps. Donc penalty transformé par Sofiane Diop, 6e but de la saison, et derrière, on a en fin de match, à 87e minute, un ballon assez anodin, et là Baudard arrive, envoie une chandelle qui part à la verticale, qui retombe, Isaac Jansson qui récupère, but. Match calamiteux de Baudard, il coûte le match, hein, très clairement, puisque Lille a fait un match à la lilloise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mauvais, ils ont dominé, mais ils ont eu une possession totalement stérile et ils ont tout gâché. Donc Nice en a profité, ils ont joué en bloc bas et ils ont
Ils ont fait un match qu'il faut faire contre Bruno Genesio. Et Bruno Genesio commence à être un peu critiqué du côté de Lille, de ce que j'en vois, parce qu'il y a cette certaine forme de naïveté et ce coaching complètement pété aussi. Très mauvais coaching de Bruno Genesio. Attention quand même, Baudard, il n'y peut pas grand-chose Genesio à partir du moment où son gardien titulaire est blessé. Mais voilà, on commence à reprocher du côté de Lille à Bruno Genesio un coaching pas terrible, des ambitions limitées, une gestion de groupe pas top. Dis donc, ça nous rappelle quelques petits souvenirs. Voilà, on a eu du Genesio dans le texte, c'est-à-dire de la possession, du U face à une équipe en face qui joue en bloc bas, en projection, et qui prend un revers quand il y a besoin de prendre un revers. Donc vraiment, nous les Lyonnais et les Rennais, vous connaissez comment ça marche avec Bruno Genesio. Attention, ça peut basculer du mauvais côté là. On a eu la défaite contre le PAOK. Là, on a cette défaite contre Nice qui devient de facto un concurrent direct pour l'Europe, ce qu'on n'aurait pas pensé en début de saison, puisque Nice, ils ont quand même fait un mercato dégueulasse. Leur début de saison, il est dégueulasse. En Europe, c'est dégueulasse. Mais en Ligue 1, ça se démerde. Malgré la liste de blessés, le CHU, franchement, la bouffe du CHU de Nice, elle doit être incroyable pour qu'il y ait autant de monde là-bas. Je suis très déçu par le match de Lille et par pas mal de joueurs côté lillois. Et je vais vous dire, bon, déjà Baudard, il n'y a pas à être déçu, mais Baudard, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire en termes de match. J'ai été pas mal déçu de Fernandez Pardo, qui est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais force est de constater que quand il y a un peu plus d'adversité en face, c'est compliqué. Là, c'était... je veux dire, il avait en face de lui Thiago Gouveia. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus Dani Alves Prime. Et il s'est fait bouffer pendant toute la rencontre. Igaman, très, très, très discret. Et globalement... un manque de calcium du côté de Lille. J'ai pas du tout aimé le match de la défense de Lille. Ils ont été très moyens, globalement. Très très moyens. C'était pas un match moyen, mais c'est deux équipes où on sent que ça va pas jouer non plus le très très haut de tableau. Lille, c'est décevant par rapport à ce qu'on a pu voir à certains moments dans l'année. Et Nice, pour le coup, ça a performé au-dessus de ce qu'on pourrait attendre. Enfin, je veux dire, même Kevin Carlos, il a été bon. Enfin, Kevin Carlos, je veux pas critiquer pour critiquer, mais on est quand même pas sur un joueur de foot extraordinaire. Hein. Bon, il était bon sur le match. Hein. Il était bon. Pourquoi Nice veut aller en Europe pour être à vomir en Europa? Bah ça, c'est le grand jeu de l'OGC Nice. C'est essayer de faire pire chaque année. Ils ont fait 35, peut-être qu'ils peuvent faire 36 cette année, on sait pas. Lille, c'est les limites de l'effectif. Ouais, mais je suis pas trop d'accord avec ça en vrai. Hein. Je suis pas trop d'accord avec ça. Lille a un bon effectif sur le papier, il y a un bon recrutement sur le papier. C'est des bons joueurs. C'est largement meilleur que ce que Nice a pondu. Enfin, regardez l'effectif de Nice. Déjà, de base, sans blesser, c'est pas foufou, mais Nice, ça bricole, quoi. Alors, ils ont été sauvés par un excellent Yehvan Diouf encore, puisque Yehvan Diouf a décidé de faire la saison de sa vie. Mais vous avez des milliards de blessés. Isaac Jansson, c'est une pastèque. Kevin Carlos, c'est une pastèque. Thiago Gouveia, c'est pas non plus le feu absolu. Et ça se démerde. Ça se démerde. Tu donnes l'effectif de Lille à Aise, il est top 3. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Lille, vous avez quand même des super joueurs à chaque ligne. Hein. Faut quand même pas oublier ça. Vous avez des bons joueurs à chaque ligne. Ils ont réussi à remplacer tous les départs par des bons joueurs. Et vous devez faire un peu mieux que ça, quand même, dans l'absolu. Je suis vraiment déçu par la performance de Lille contre Nice. Et Nice, tranquille, Nice. Voilà. Nice, on est combien au classement, là? On est 8ème. Tranquillou, 17 points. 17 points. 2 points de la 3ème place, Nice. Alors que franchement, en début de saison, c'était quand même parti pour faire 12ème. Hein. Franchement, ce que fait Franck Hez avec les moyens qu'il a à disposition, faut dire bravo. Hein. Parce que quand il a prolongé à Nice en début de saison, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait à prolonger dans un club qui clairement est à l'abandon? Pour un club à l'abandon, il se démerde pas trop mal le Francky. Hein. 3 points de la 2ème place. 3 points de la 2ème place, tout à fait. 2 points de la 3ème place, 3 points de la 2ème place. Je suis un peu dyslexique, faut pas faire attention. Lille t'atteint de chaud et le froid. Dimanche, ils vont mettre 3-0 à Angers, on va dire l'inverse. En vrai, Lille est une équipe de Bruno Genesio. C'est-à-dire ça a des exploits en Coupe d'Europe. Il y a des performances assez fortes contre les forts. Et puis, sans prévenir, il y a des moments donnés où ça pète un boulard. Et c'est vraiment terrible parce que Bruno Genesio, c'est tout le temps comme ça partout. Tout le temps comme ça. On a le droit à une victoire contre l'Atlético Madrid ou contre je sais pas quel gros club européen. Ça fait toute la une des journaux. On nous dit que c'est le plus grand coach du monde. Et puis après, ça va te choquer contre un promu. C'est Bruno Genesio. C'est comme ça. C'était comme ça à Lyon. C'était comme ça à Rennes. Et c'est de nouveau comme ça à Lille. Et on va voir comment ça se profile cette saison. Mais à un moment donné, je serais pas étonné qu'il finisse par être quand même pas mal critiqué parce que c'est pas suffisant avec ce qu'il a. Melvin Barr, je suis surpris du joueur qu'il est devenu. C'est pareil, Melvin Barr, c'est un peu irrégulier. Maintenant, effectivement, pour un mec qui a été acheté 3 millions, ça fout les boules. Quand on voit à Lyon comment on a galéré derrière, il n'aurait pas fait du mal. Bon, là, ça va, on a Tagliafico, c'est OK. Enfin, quand on a Tagliafico, parce que là, on a plutôt Abner. Mais bon. Voilà, du côté de Nice-Lille, qu'est-ce que j'ai noté?
Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à changer dans le système. Et je serais curieux de voir un système à Lille avec Fernandez Pardo et Igaman en pointe tous les deux. Donc en 4-4-2. Plutôt que d'avoir Fernandez Pardo sur une aile qui l'oblige, un peu comme Ryan Cherki à Lyon, à s'enfermer dans un rôle de dynamiteur où ça passe ou ça casse. Vous aviez Abner, effectivement. On avait Abner. On risque pas de le voir avant quelques temps. Voilà pour la salve de ces premiers matchs. On va enchaîner avec un match qui ressemble beaucoup au match qu'a subi l'Olympique Lyonnais, le TFC qui accueillait Rennes. Donc on avait un peu posé ça comme le match de la dernière chance. Pour Habib Beye qui avait été annoncé viré par Foot Mercato, qui s'est encore planté comme d'habitude. Mais bon, à ce stade-là, les gens qui font confiance à Foot Mercato, c'est plus les fautifs que Foot Mercato eux-mêmes. Du côté du TFC, une compo assez classique. La seule différence notable, c'est qu'on se retrouvait avec un Aaron Donum un peu plus haut et un Sidibé arrière droit, alors qu'on avait pris l'habitude cette saison de retrouver Aaron Donum en piston droit, voire presque en électron libre sur l'aile droite. Emerson qui sort du 11 pour remettre Magri dans l'axe. Et à Rennes, on avait quand même 2 décisions fortes de la part de Habib Beye qui a sorti du groupe des joueurs qu'il considérait comme pas vraiment acquis à sa cause, en la personne de Ludovic Blas et Seko Fofana, qui ont donc été sortis du groupe, soi-disant parce qu'ils n'étaient pas à 100% à l'entraînement. On comprend entre les lignes que c'était les mecs qui étaient plus ou moins pour que Habib Beye dégage. Sur le papier, c'est pas mal ce qu'a fait Rennes au début de match. Rennes restait quand même sur 4 nuls et une défaite, donc on est quand même sur du bon gros caca bien mou. On nous parlait même, alors dites-vous quand même que mon associé ici présent, qui doit dormir là, est supporter rennais, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a une petite écharpe de Rennes. Quand je lui ai dit qu'il y avait des rumeurs de Laurent Blanc, il a eu envie de se foutre en l'air, donc le pauvre, on le salue. Finalement, ça se passe pas si mal. Il y a eu une première mi-temps assez équilibrée avec une barre de Yann Bo quand même. Toulouse aurait pu ouvrir le score. Sinon, c'est plutôt équilibré. Et au retour des vestiaires, Rennes réussit à ouvrir le score sur une passe absolument calamiteuse de Abou Francis, un joueur que j'aime pas trop, pas du tout, je trouve très 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 moyen. Donc passe en retrait de Abou Francis qui la donne à Esteban Le Paul qui finit. Et pareil, 4 minutes plus tard, on a un contre rennais très très joli avec Le Paul qui glisse à Tamari côté gauche, qui frappe entre les jambes de Guillaume Reyes, qui a pas fait un match calamiteux pour le reste, mais bon, dommage. Et là, 2-0, pas mal Habib Beye, peut-être quelque chose à sauver. Bah non, puisque y a de la ressource du côté du TFC, notamment un joueur que moi j'adore, qui nous a fait des misères quand il a joué à Lyon, quand il a joué contre Lyon, c'est Charlie Cresswell. Et on va mettre un peu de temps sur Charlie Cresswell une fois qu'on aura fini de résumer. Qu'est-ce que fout Charlie Cresswell à l'entrée de la surface pour mettre un but de Renard? Donc il est servi par Gbo, il est défenseur central Charlie Cresswell. Il est servi à l'entrée de la surface par Gbo, but, Charlie Cresswell. 3e but de la saison, le mec est défenseur central à Toulouse quand même, on va pas oublier. Donc 2-1. Ça commence à sentir du cul. Et là, que fait Habib Beye? Je mène 2-1. Qu'est-ce que je peux faire pour niquer le match? Et si je sortais Esteban Le Paul pour faire rentrer un jeune défenseur central qui manque d'expérience? Que peut-il mal se passer, dis donc? Bon, après, en vrai, donc Naguida concède le penalty sur Donum. Vous direz ce que vous en pensez. La faute, elle est très légère quand même, On a Donum qui se met en opposition et qui s'empale sur Naguida. Bon, ouais, ça me paraît un peu sévère quand même. Bon, du coup, penalty 2-2 et match nul et voilà, et un beau choc encore. Mais à un moment donné, peut-être que le penalty est très léger. Mais est-ce que c'est pas le retour de karma pour sortir ton attaquant de pointe pour un défenseur alors qu'il reste un quart d'heure? Est-ce que ce serait pas tout le temps la même chose? Est-ce que ce serait pas souvent qu'on voit ce genre de move de scatophile footballistique et que ça termine comme ça? Donc c'est... Donum est trop fort. Ouais, Donum, y a quelque chose. Après là, c'est un penalty, mais oui. Donum, en plus, il a plus les cheveux blonds, donc c'est difficile de le reconnaître. C'est pour, je pense, se faufiler plus facilement dans la défense. Mais tiens, ça me fait penser à une autre équipe. Oh, bah pas qu'une autre. Il y en a eu plusieurs. Plusieurs des équipes comme ça ce week-end. Beye a été confirmé dans ses fonctions par Arnaud Pouille, malgré le résultat. Mais alors, ce coaching là, je vais regarder un petit peu sur les sphères rennaises et compagnie. Les mecs pètent un plomb complet sur le coaching de Beye. Et à raison. Tu l'as ton match dans les mains là. Tu mènes 2-0 contre le TFC. C'est pas qu'il voit pas le jour, c'est quand même taper la barre, mais tu maîtrises ton match. Et tu te niques tout seul, quoi. Tu prends un but d'un défenseur central d'une frappe à 20 mètres, c'est quand même pas de bol. Mais le coup du changement scatophile, c'est bien fait.
Voilà, c'est bien fait. Et voilà, c'est ce que tu dis, feu de la Vilaine, toute l'équipe a éteint à l'heure de jeu. Mais c'est pas la première fois. Et encore une fois, moi, ça me rappelle l'Olympique Lyonnais. Voilà, t'es tranquille, tu mènes au score. Mener 2-0 quand t'es le Stade Rennais, t'as les chocottes. T'as les chocottes. Par contre, t'es mené 1-0 à Lyon, y a pas de problème. Là, aucun problème. Là, c'est bon, là tout va bien. Il n'y a pas de stabilité dans cette équipe. Et encore une fois, on va répéter ce qu'on a dit depuis le début de la saison. C'est pas normal quand tu es le Stade Rennais, qui doit être, je sais pas, ça doit être la 3e ou la 4e masse salariale de France. Je parle pas des transferts parce que pour le coup, le transfert, ils vendent bien à Rennes. Donc ils sont pas en déficit structurel en termes d'équilibre transfert, mais tu as quand même des joueurs à Rennes qui sont des joueurs confirmés ou des joueurs très talentueux. Tu as un gardien international, tu as un des meilleurs jeunes défenseurs centraux, tu as Madi Camara, Seko Fofana, tu as Djawi Cissé qui est censé être un monstre sur le papier, Kylian Frankowski qui est rodé à la Ligue 1, Valentin Rongier, Quentin Merlin, Ludovic Blas, Esteban Le Paul qui est un super jugador, Brel Mbolo qui est quand même un joueur confirmé, et tu ponds du caca pareil, c'est très grave. Et personne ne dit rien, totem d'immunité, il est toujours là le coach, et on dit Habib Beye il va être viré, les deux noms qu'on a entendus du côté de Rennes, c'est Philippe Clement et Laurent Blanc. Mais vous voulez pas, je sais pas, prenez Reynald Denouex tant qu'à faire, prenez, comment il s'appelle, Robert Herbin, voilà, c'est bien, ça c'est des bons coachs, bien modernes, prenez Jean-Louis Gasset tant qu'à faire, il doit être libre, il a que ça à foutre. Voilà, Antonietti est libre, il vient de démissionner de son poste de directeur sportif du côté de Bastia, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc non mais... C'est triste parce que moi je trouve que Esteban Le Paul est un super joueur. Il a la gestuelle d'un grand joueur, il a tout ce garçon. Et il y a quand même un effectif à Rennes où tu dois te contenter de plus que ça. Tu dois viser le top 4 quand tu es Rennes aujourd'hui, quand tu as l'effectif de Rennes. Parce que ton effectif, il n'est pas inférieur aux équipes qui jouent le top 4. Alors il est peut-être inférieur à Monaco et à Marseille, admettons, mais il n'est pas inférieur aux autres équipes. Et c'est intolérable à mon sens que Rennes soit 10e. Que Rennes soit 7 points du podium. C'est scandaleux d'avoir des performances comme ça. Et c'est scandaleux de maintenir le coach qui ne fait rien depuis un an. Donc, je suis curieux de voir Rennes avec un vrai coach. Mais malheureusement, Rennes me fait penser à Lyon des années 2020-2021. Toutes les idées de coach, c'est de la merde. Sampaoli, tout le monde savait que c'était une idée de merde. C'était une idée de merde. Et derrière, tu prends Habib Beye, dont le seul performance, c'est probablement un bon coach, mais tu le sors d'une montée en Ligue 2 et pas en directement Stade Rennais, une des équipes les plus puissantes du championnat en termes de budget. C'est trop. C'est trop. Donc, j'ai l'impression que c'est bloqué du côté de Rennes, au-dessus. On a des décisions sportives qui n'ont pas de sens. Le mercato, cette année, sur le papier, il n'est pas dégueulasse. Celui de la saison dernière, il était catastrophique. Les Henrik Meister, Fukuhashi ou je sais plus quoi, Ostigard, Gronbeck, Bidomet, Glenn Kamara. Glenn Kamara, très beau changement d'ailleurs. Très beau changement. Très bonne idée de faire rentrer Glenn Kamara. Hein. Tu mets Seko Fofana hors du groupe, mais tu fais rentrer Glenn Kamara qui n'a pas joué depuis 2012. Voilà, au secours quoi. Voilà, c'est quoi les prochaines idées de merde du Stade Rennais? En tout cas, ils peuvent remercier, l'Olympique de Marseille peut les remercier, puisque Quentin Merlin et Valentin Rongier, c'est quand même des gros salaires qui ont été débarrassés du côté de l'Olympique de Marseille. Camara fait une bonne entrée. Alors, je t'avoue que je ne suis pas allé jusqu'à regarder si Camara faisait une bonne entrée. Mais voilà, j'en veux beaucoup à Pouille et Pinot qui font n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que le problème est au-dessus. Pouille, c'est quand même pas une grande réussite du côté de Rennes. Hein. Et Pinot, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'ambition et pas assez d'exigence. Donc, je sais pas combien de temps ça durera, cette lubie de vouloir garder Habib Beye. Ils ont vu quelque chose. Peut-être que ça tournera. Hein. Peut-être que Habib Beye n'est pas un mauvais coach. J'ai vu Walid Acharchour sur Twitter dire qu'il y croyait et qu'il voyait quelque chose. Moi, je vois pas grand-chose dans ce Stade Rennais. En tout cas, je vois pas des choses suffisantes. Et je suis pas le seul. Et les supporters rennais, je crois qu'ils commencent à en avoir un petit peu ras la casquette. On est redevenu une club med. Bah, c'est l'impression que ça donne de loin. Et c'est dommage, que vous avez quand même des super joueurs, quoi. Putain, t'as une colonne vertébrale, Brice Samba, Jérémy Jacquet, Djawi Cissé, Esteban Le Paul. Putain, mais t'as l'avenir devant toi, quoi. Je te parle même pas des patrons autour. Et tu fais rien de ça, quoi. Voilà, donc si j'étais supporter rennais, j'aurais la mort, quand même. Hein. Tu vires Beye pour prendre qui à Péril et encore un groupe derrière lui. Bah, je sais pas s'il a le groupe derrière lui. En tout cas, il n'a pas les résultats derrière lui. Et tu prends qui? Bah, je sais pas, tu prends qui. Mais déjà, tu prends pas Laurent Blanc. Déjà parce qu'il n'y a pas de golf à Rennes, il faut aller sur la côte. C'est quand même dommage. Il y a peut-être un golf à Saint-Grégoire, je sais pas. Ou alors du côté de Sarzeau, j'en sais rien. Mais bon, Laurent Blanc, rien que le fait que le nom de Laurent Blanc soit évoqué. Enfin, Laurent Blanc, quoi, les gars. À Lyon, ça a été une catastrophe. Il a même bidé en Arabie Saoudite. Dans le plus gros club. Laurent Blanc, quoi. On est en quelle année? En 2012. Bravo François Hollande pour ton élection, quoi. Au secours.
Si, il y a un bon goff à Bruges. Ah bah, il dit. Tu prends pas Clement non plus. Ah bah non, tu prends pas Philippe Clement, non, mais au secours. Saint-Greg, tu as vite fait le tour. Il paraît, écoute, je ne connais pas très bien Saint-Grégoire, hein, dans l'absolu. Les rêves des Gold bretons me terminent. Bah, pas chez moi, hein. J'ai été briefé, hein. Je les connais pas, les Gold bretons, hein. Sarzo, il y a le golf du Morbihan à la limite. Oui, puis il y a le président de l'UCI et son grand ami Nicolas Sarkozy. Mais c'est un autre sujet, bref. Du côté du TFC, pas un super match, hein, pas se mentir. Mais toujours pareil, il y a de la ressource et il y a des sacrés bons joueurs. Charlie Cresswell, on a commencé à l'aborder. Quel joueur, Charlie Cresswell? Pareil, ça va partir très très cher. Le mec est anglais, il vient de Leeds, il marque des buts, il performe. Bon, alors bravo Toulouse, hein, pour les 30 millions l'été prochain, hein. Bravo, c'est mérité. Charlie Cresswell, déjà contre Lyon, je me souviens, il nous avait fait la misère. Toulouse, ça défend très très bien en bloc. Bon là, pas de bol, tu tombes sur un Abou Francis qui a décidé de faire n'importe quoi à une contre-attaque. C'est un peu malheureux. Manque de réussite du côté du TFC. Mais franchement, être allé chercher Charlie Cresswell pour 4 patates, un mec qui a tout. Il a tout, Charlie Cresswell. Il est costaud, il est puissant, il marque des buts sur les corners, il vient même marquer des buts à l'entrée de surface. C'est un joueur qui est trop fort, Charlie Cresswell. Et il va partir, je pense, assez haut pour assez cher. Et ça tombe bien parce que c'est ce dont le TFC a besoin. Ils ont besoin chaque année d'une grosse vente. Là, ils avaient JD Camvo qui est parti à Aston Villa pour 27 millions. Je pense que Charlie Cresswell, c'est le prochain sur la liste. Il y a un autre joueur que j'aime beaucoup, dont on a déjà parlé, même s'il ne fait pas un énorme match, c'est Dayan Metali. Mais Dayan Metali, pareil, il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant dans ce joueur-là. Et je pense à terme, parce qu'il y a quand même une grosse faiblesse du côté du TFC cette saison. Bon, le gardien, ça dépend des jours. Mais bon, Guillaume reste moyen. La défense centrale, très bien. Même si Nicolas Hyssen, toujours un peu de mal avec lui. Mais Mackenzie et Cresswell, c'est top. Le milieu de terrain, ça va pas. Le milieu de terrain, Caceres, Abou Francis, ça va pas. Sauer est beaucoup... Enfin, je trouvais Sauer meilleur. Et je serais pas surpris que le petit Vossa, à un moment donné, vienne se faire sa place là-dedans. Parce que Abou Francis, c'est quand même pas la recrue du siècle. Et je suis pas très très fan de Caceres non plus. Beau, c'est pareil, ça va pas rester longtemps. Quand il aime les lumières, c'est un drôle de joueur. Ouais, mais Beau, je pense qu'il y a un peu plus que le niveau sportif. Je pense que c'est un mec qui est pas facile à gérer. Et maintenant, oui, il a une valeur marchande parce qu'il a un talent fou. Mais Beau, il a quand même été foutu sur le banc du côté de Toulouse, quoi. C'est-à-dire qu'il doit être casse-couille quand même. Il est très lent, Cresswell. Oui, il est pas très très rapide, mais il a tout sinon. Après, tu t'en fous d'être rapide quand tu joues dans une équipe qui joue pas haut, quoi. C'est sûr que si tu le mets à Manchester City, ça va être compliqué, quoi. Mais bon. C'est une équipe qui a quand même de la ressource, Toulouse, qui a des bons petits jougadors, même si là, il y a la lumière qui s'est quand même éteinte pendant 5 minutes, c'est dommage. Mais bon, franchement, ils n'auraient pas volé la victoire, hein, dans l'absolu. Ils n'auraient pas volé la victoire. Mais c'est un nul qui n'est pas si logique que ça, que Rennes a amené sur soi et que Toulouse a mérité d'aller chercher de manière générale. Au classement, ça nous donne deux belles équipes de milieu de tableau, puisque Toulouse est toujours 9e tranquillou, juste devant Rennes. 14 puntos pour Toulouse. Je pense qu'ils espéraient pas tant, le Toulouse Football Club. Si Rest fait pas n'importe quoi, Rennes gagne le match. Pour le coup, Rest, il est peut-être fautif sur le deuxième but, mais le premier, il y peut pas grand-chose. Hein. Le premier, c'est la passe dégueulasse d'Abou Francis. C'est dommage, c'est juste dommage. Mais oui, c'est en effet que Beau et pas une lumière à côté. Je pense que c'est ça qui l'empêche de faire une grande carrière, Beau. Tant mieux pour le TFC, tant pis pour lui. On passe à la branlée du week-end. Alors 3-0, ça a l'air gentil, hein, mais Strasbourg, ça a été une boucherie. Ça a été une boucherie complète. Pourtant, on avait un peu de turnover sur le papier, puisqu'on a eu Raphaël Louis qui revenait dans le 11, on avait Godot qui était titulaire, Nanasi qui revenait titulaire également, et le défenseur central que je suis incapable de prononcer, Omo Bamidele aussi, qui était titulaire du côté de Strasbourg, qui restait quand même sur 3 matchs sans victoire. Alors il y a eu Lyon et il y a eu le PSG dans l'équation quand même. Et on avait pareil du côté d'Auxerre, mais Auxerre ça ressemblait plus à j'appuie sur tous les boutons en espérant que ça marche. Donc on avait Diomandé de retour, enfin, on avait Casimir qui revient d'entre les morts, Sinayoko qui reprenait une place dans l'axe. Donc en fait on revient un petit peu à une tentative de recette du début de saison du côté d'Auxerre. Mais ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché du tout du côté d'Auxerre. On arrive à la mi-temps à 0-0 et c'est franchement pas loin du miracle parce que c'est la grosse domination de Strasbourg mais qui a du mal à sortir les crocs. Et puis ça pète en deuxième mi-temps et ça pète salement. Hein. Strasbourg termine le match avec 4 expected goals, donc autant vous dire que ça a été, il n'y a pas eu trop d'espoir du côté de Strasbourg. Un premier centre de Morera côté gauche qui file tout droit devant le but et Panicelli reprend après une déviation de Nanasi. Deuxième but avec Barco qui percute et qui remet à Nanasi qui conclut. Et alors le troisième but, une frappe repoussée de Morera qui retombe sur Barco.
Alors, je sais pas exactement ce qu'il veut faire et s'il le fait exprès, si c'est de tourner ou pas. Mais vous avez Barco, je pense qu'il essaye de centrer, hein, qui fait une espèce de centre-tir lobé en angle fermé, qui vient taper le poteau et ça... Barco. Barco Panicelli, quoi, voilà, enfin, c'est le football. Ça m'énerve parce que c'est Strasbourg, la multipropriété, Chelsea, c'est pas beau. On n'a pas envie de s'exciter dessus. Mais Panicelli, il est trop beau ce joueur. Il est trop beau à voir jouer. Il a la grinta. On a l'impression d'être dans les années 90 avec le maillot arc-en-ciel, le maillot arc-en-ciel, pardon, le maillot bleu clair et blanc de la sélection argentine. Et Panicelli, je sais pas, il a un truc ce mec, il a un flow, il a le sourire aux lèvres, on dirait Edinson Cavani quand il marque, il sait tout faire. Il est énervant, Panicelli. Il est trop fort, neuvième but de la saison, on savait hein, que c'était un bon joueur, il était payé 20 millions par Strasbourg. Et à côté de ça, t'as Valentin Barco derrière. Merci l'Argentine, hein. Pas merci pour la Coupe du Monde, pas merci pour les chants racistes, mais alors merci par Valentin Barco et Panicelli. C'est des fabuleux joueurs de foot. Fabuleux joueurs de foot, ces deux mecs-là. C'est un bonheur de les voir jouer. Barco, en plus, Barco, c'est pas un joueur moderne. C'est un petit truc tout frêle. Un petit truc tout frêle qui a une vingtaine d'années, qui pue le vice. On dirait Verratti un peu, Valentin Barco. Il y a la filiation qui me semble un peu évidente, on dirait Verratti. Et Panicelli, il y a ce côté Hernan Crespo, Edinson Cavani, c'est Lisandro Lopez. Vraiment, il a cette vibe Sudam, Panicelli. Et du coup, bah, ça nous donne que Strasbourg, quand ils tombent sur une équipe qui leur roule dessus comme ça, ils avaient fait pareil contre Angers. Hein, ça avait été une boucherie tout le long du match. Ils avaient gagné 5-0. Bah, là, c'est pareil. Hein, j'aimerais pas être une petite équipe contre Strasbourg. Mais pas vu un roux aussi passionnant depuis Ron Weasley dans le dernier Harry Potter. C'est Marco Verratti. Ça, c'est une très bonne vanne, Poitou. Marco Verratti, on se surnommera comme ça à partir de là. Il y a un autre joueur qui a été très bon sur ce match-là, qui est d'ailleurs présent sur les 3 buts sans jamais malheureusement avoir la passe D parce qu'elle est déviée sur la première et c'est une frappe contrée sur la troisième. Diego Moreira, excellent sur ce match aussi. Le reste, moins en vue, mais globalement un très très bon match. La défense a rien eu besoin de faire hein, de manière générale. Le problème de Strasbourg, c'est que on les a vus toute cette saison. Contre les petits, ils sont très forts, et dès que le niveau s'élève, dès qu'on va taper en haut, ça gagne pas. Contre Monaco, ça a perdu dans les dernières minutes. Contre l'OM, ça a perdu dans les dernières minutes. Contre le PSG, ça menait 3-1, ça s'est fait rattraper. Et contre Lyon, ça a perdu dans les dernières minutes également. Donc Strasbourg, le plafond, il se situe là. La marge, elle est là. Elle se situe sur les adversaires directs. C'est pour ça que Strasbourg n'est entre guillemets que quatrième, alors qu'ils ont une différence de but de 9 et qu'ils ont mis des matchs où ils ont vraiment une démonstration de force assez folle. Mais ça plafonne contre les gros. Donc on sait que quand Strasbourg va affronter une petite équipe, c'est généralement une boucherie. Mais là, c'est beau. C'est très beau ce que fait Strasbourg. En plus, avec du turnover, il me terrorise le chien. C'est mon associé à un chien qui saute sur la poignée, là. J'ai panique, je suis désolé. Ça va passer le plafond des gros d'ici quelques mois. À voir. En tout cas, être capable de sortir cette performance-là en ayant changé 4 titulaires, en faisant jouer Godot, Nanasi, Raphaël Luis, Mobilier Yadele, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok. On va voir pour la suite. J'ai pas regardé le calendrier de Strasbourg. Je vais le regarder sous peu. Strasbourg, ils vont jouer contre Rennes. Ensuite, ils auront joué au BK Häcken du côté de la Suède. Et ils vont quand même jouer Lille et Lens. Ils vont finir le mois de... Et alors que voici le chien. Viens là, viens dire bonjour. Viens dire bonjour au toutou. Mais oui, c'est bien. Il dort pas. Bref. Le problème d'avoir une équipe jeune, c'est qu'ils ne sont jamais sereins psychologiquement. Une grande équipe prend forcément le dessus. Oui, bah c'est le problème de fond. Je vais juste fermer la porte. Parce que sinon, je vais réveiller toute la maisonnée. Harcelé par le chien. C'était sûr qu'il allait faire ça. Strasbourg, c'est le budget numéro combien? Alors, je ne sais pas si c'est le budget numéro combien, mais Strasbourg, ils ont dépensé pour 140 patates au mercato. Et c'est pas comme Rennes qui a vendu pour 140 patates. Donc, on peut voir le toutou. Bah, le problème, c'est que je peux pas bouger ma caméra. Alors, attendez 2 secondes. Si vous voulez voir le toutou, je vous montre le toutou. Donnez-moi 2 secondes. Il faut juste que je lance le logiciel de la caméra. Alors, hop, il est où le toutou? Il est là? Il est là. Voilà. Bonjour. Ça va? Brave toutou. Allez, on s'y remet, on se concentre, sinon le débrief il va durer 2 heures. Stras a quand même vendu pour plus de 70. Ouais, ça fait quand même 70 de différence. Ça fait beaucoup quand même. Oui, c'est un bon toutou. C'est un adorable toutou, il est très gentil. Voilà, bon, pour Strasbourg. Auxerre, je suis très inquiet. Très très inquiet pour la J Auxerre. Il n'y a plus rien qui va. Il y a des absents, il y a des... Je suis très inquiet pour Auxerre. Vraiment, c'est un peu comme Brest. On a le sentiment d'une équipe qui est un peu en perdition.
On a un coach qui appuie sur tous les boutons et il n'y a rien qui marche. Un coup, on met des ailiers. Un coup, on joue à 5 derrière, puis à 4. Puis on essaye Sekoumara, puis ça marche pas. Bon, là, il pouvait pas jouer parce qu'il y avait un accord de prêt. Puis Sinayoko, on le met sur l'aile, ça marche pas. On le remet dans l'axe, ça marche pas. On remet Casimir, c'est pas bon. Diomandé revient en défense, ça change rien. Kevin Danois, il est blessé. On enlève Owusu, on remet Owusu. C'est compliqué, la Auxerre. Ils ont raté le coche à un moment donné. Ils ont raté. Il leur a manqué une victoire à un moment donné pour lancer la machine. Et on a l'impression que psychologiquement, ça plonge. Et au classement, bah, ça fait pas de cadeau. Aujourd'hui, la JOCR est à 7 points. Ils sont à portée de tir du FC Metz. C'est quand même terrible. Le FC Metz qu'on avait enterré depuis le début de la saison, ils sont plus qu'à 2 points de la JOCR. Et la JOCR perd les matchs qu'ils doivent pas perdre. Ils ont perdu contre Le Havre. Ils ont perdu contre... non, ils ont gagné contre Lorient. Compliqué. Il leur manque Gauthier Hein. Et il leur manque surtout Gaëtan Perrin. C'est ça qui fait très mal. Ils ont perdu des joueurs à l'intersaison. Ils ont perdu Ahmed Traoré. Ils ont perdu Joubal. Ils ont perdu Gaëtan Perrin. Ah, ça fait des joueurs qui marquent des buts. Et là, en plus, ils vont aller jouer contre Marseille. Pareil, le calendrier, il n'est pas facile pour Auxerre. On va vite savoir. Hein. Auxerre, ils vont aller accueillir Marseille. Ensuite, ils jouent Angers, pareil, match imperdable. Ensuite, ils vont accueillir Lyon, courage. Et derrière, il y a des matchs contre Metz et Brest. Donc pareil, malheureusement, Auxerre, ils vont avoir 2 confrontations contre Metz et Angers. Ça peut déjà sentir le caca bien fort. Hein. Donc je suis très déçu, pareil, par Auxerre, parce que c'est une équipe où j'ai dit en début de saison que ça ne devrait pas poser de soucis, parce qu'ils ont un bon attaquant, ils ont un super milieu de terrain, et ils ont une défense plutôt pas dégueulasse. Et ça plonge. Ça plonge complet. Les joueurs valeurs sûres, qu'on aurait pu penser être des valeurs sûres, comme Sinayoko, comme même derrière, hein, Akpa, c'était quand même censé pas... Je suis très déçu de la saison d'Akpa aussi. Et Kevin Danois, qui là pour le coup est rentré en jeu, ça va, la blessure est pas grave. Il va falloir un sursaut d'orgueil. Peut-être que ça viendra avec les matchs contre Angers et Metz, mais ça commence à faire long là, hein, Auxerre. Hein. Ça commence à faire long. Hein. Ouais, ils sont complètement perdus offensivement. Ils appuient sur tous les boutons. Pourtant, il y a des bons joueurs. Enfin, Dani Namazo, c'est un bon joueur. Koulibaly. Sinayoko, c'est un très bon joueur. Sekoumara, sur le papier, c'est une bonne recrue. Mais ça marche pas. Ça marche pas, Auxerre. Donc, puis ça commence à faire beaucoup au niveau de la différence de but. Alors, on est encore loin de Metz, mais je crois qu'on est à -9. Ça fait beaucoup. On est vraiment dans le wagon, là. Hein. On est vraiment dans le wagon. Marseille arrive pour les relancer. Ouais, enfin, calma quand même. Hein. Calma. Voilà, bon, on a tout dit hein, sur ce match entre Strasbourg et Auxerre. On voit les tares des deux équipes. On verra Strasbourg. Strasbourg, c'est toujours un prétendant au top 4, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même un petit peu de vice, un petit peu d'expérience, un petit peu de maturité pour aller chercher plus haut. On verra si cette saison est celle où ils vont peut-être pouvoir taper le top 4. Ça manque d'osmose et de collectif, j'ai l'impression. Bah, ça manque du joueur qui marque les buts. Voilà. Gaëtan Perrin, Traoré, ça marquait des buts. Et là, il manque. Léon Osman, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Casimir, c'est nul. Sinayoko, c'est en grève depuis la fin du mercato. Il manque le piment. Si Chelsea et Strasbourg vont en Champions, que se passe-t-il? Bah, j'imagine qu'il y en a un qui va en Europa League. Hein. J'imagine, on ne sait pas. Hein. On sait pas encore. Après, c'est pas sûr que Chelsea aille en Ligue des Champions non plus. Il y a de la concurrence du côté de la Première Ligue. Allez, il nous reste 3 matchs. On va parler du match le plus rigolo du week-end. C'était le match entre Nantes et Monaco. 5-3. Nantes qui sortait d'une belle victoire contre le Paris FC, qui a d'ailleurs remis le même 11 exactement, Louis Leroux côté gauche, El Arabi et Ablin, et Guirassy devant. Et du côté de l'ASM, toujours pas mal de blessés, et ce passage à 5 derrière qu'a imposé Pocognoli pour ramener un peu de sérénité derrière. Le trio Akliouche, Minamino, Balogun devant, et on a eu un festival. Un festival de tous les côtés. C'était un match passionnant, très rigolo, qui commence à la 6e minute avec l'ouverture du score du jeune milieu Koulibaly qui est là, il ne sait pas trop pourquoi, il est là parce que Camara est blessé, Zakaria est blessé, et ben il a été vachement bon, Koulibaly d'ailleurs, il est dans mon équipe type. Derrière, on n'est pas loin du 2-0 avec Taïl Tati qui balance un patator sur sa propre barre, sur un dégagement un peu en catastrophe. On aurait pu avoir 2-0 pour Monaco à la 10e minute et ça aurait été vite plié, mais heureusement, il y a Mathis Ablin du côté du FC Nantes. Mathis Ablin, ça y est, c'est le ketchup. Hein. C'est le ketchup pour Mathis Ablin. Il y a eu son banger magnifique contre le Paris FC. Et là, il est sur les 3 buts de Nantes. Le premier où il bouffe Salissou complet avant de servir Guirassy en retrait. Donc Guirassy, pareil, premier but. Puis deuxième but
Juste après, non, c'est pas juste après, c'est ensuite. D'abord, on a le but de Balogun à la limite du hors-jeu. On a vu sur ce match-là que le hors-jeu et les Nantais, c'était pas ouf. Hein. Là, sur ce but-là, il est couvert par Kwon, un peu n'importe comment. Et juste avant la mi-temps, du coup, on a Philippe Keun, la légende, qui se trouve, encore une fois, sur El Arabi. El Arabi, il y a une espèce de cafouillage, on sait pas trop ce qui se passe, et El Arabi qui arrive à taper le ballon, qui tape le poteau, et on a Guirassy qui rôde, et hop là, ça fait 2-2, on arrive à la mi-temps à 2-2. Guirassy, d'ailleurs, très volontaire. Pas parfait, c'est son premier doublé, évidemment, très jeune, mais c'est pas qu'il est très bon, c'est que putain, il a une activité, une générosité, ce joueur que j'aime beaucoup. Donc vraiment un match un peu débile où Monaco domine mais Nantes se bat très bien. Malheureusement pour Nantes, on a directement à la reprise un centre de Ouattara pour Akliouche, ça fait 3-2. Derrière on a bis repetita avec la même chose sauf que c'est Golovin qui reprend. Le motif d'espoir c'est Ablin qui refait un enrhumage côté droit avant de réussir à filer à Moustapha Mohamed qui réussit à conclure. Et le dernier but signé Golovin sur pareil, un contre mené à droite, un contre-attaque par Fatih, une petite louche et Golovin qui s'y prend à deux temps. 5-3, match complètement débile. Je crois qu'on a eu pareil 4 XG du côté de Monaco. Ça jouait très vite, ça se projetait très bien. Match complètement débridé. Beaucoup de choses à dire des deux côtés. Déjà du côté de Monaco, on a quand même un grand retour des morts. Parce que Golovin doublé, c'est pareil, Golovin on sait jamais quand est-ce qu'il est apte. Bah là il est là, 2 buts, très beau d'ailleurs. Ouattara qui était catastrophique depuis le début de la saison s'en sort avec 2 passes D. Et Akliouche qui faisait quand même une saison dégueulasse depuis la fin du mois d'août, qui pareil revient avec une partie d'Azzo. Donc c'est plutôt de bon augure dans cette équipe de Monaco qui était quand même très mollassonne depuis quelques semaines, de voir que les joueurs sur lesquels on comptait plus trop reviennent en état de grâce. Et surtout, on a réussi à faire de Ouattara un joueur potable. Golovin, c'est 7 matchs par an, mais ça stat. Ouais, c'est un peu leur César Delgado à Monaco. Tu sais que tu peux pas trop compter dessus, mais quand le mec est apte, il est bon. Ou leur Ronny Lopez. Bon, ils ont déjà eu Ronny Lopez, vous me direz. Maintenant... Voilà, il y a quand même une quantité de blessés débiles du côté de Monaco. On a toujours un milieu de terrain qui est totalement décimé. À voir, quand on aura le retour de tous ces mecs-là, on est toujours perdu de recherche pour Mika Biret, qui a définitivement perdu sa place. Mais je suis curieux de voir ce qu'il va faire Pocognoli, parce que Pocognoli, on nous l'a présenté comme un coach pas très offensif. Bon, ça fait 5 buts quand même. Joss qui fait un point Euroleague en basket en pleine action de Monaco. Oui, alors Christophe Joss, il parle de basket, il parle de cyclisme, il parle de ses copains. C'est la chaîne à sa daronne, hein, Christophe Joss. Apparemment, le retour de Pogba se rapproche. Ouais, alors après, retour de Pogba, à quel niveau? Calma. Hein. Pogba, jusqu'à preuve du contraire, c'est une mascotte pour l'instant. Hein. C'est pas Ansu Fati et voilà. Monaco, ça met des buts, mais on en prend toujours beaucoup comme toujours. Bah, la défense, c'est pas bonne. Hein. La défense, globalement, est pas bonne. C'est très léger. Tes latéraux sont soit trop offensifs, soit nuls. Ouattara, il est quand même pas terrible, même si là, offensivement, il est intéressant. Ça aurait pu tourner mal hein, du côté de Monaco. Ça aurait pu finir en 4-4, même si Nantes a été quand même dominé sur la rencontre. Il y a eu beaucoup d'occasions pour Monaco. Dommage pour Nantes, parce que c'est un vrai bon match offensivement, porté par un Mathis Ablin de folie, qui est enfin à un niveau où tu te dis « Ah oui, quand même. » Les 2 derniers matchs de Mathis Ablin, c'est des matchs qui te font te dire Ah oui, d'accord, il vaut les sous que demandait Kita, c'est pas pour rien, c'est pas un mec qui doit partir pour 10 patates. Et surtout, ça reste une branlée, t'en as pris 5. Et pour une fois, Nantes a été trahi par sa défense, parce que Nantes s'en sort plutôt pas mal défensivement depuis le début de la saison, étonnamment, avec la charnière à Waziem Tati, et Amiens qui est plutôt pas mal. Ils ont trouvé plus ou moins la parade à Kodza qui était moyen avec Louis Leroux côté gauche. Bon, là, t'en prends 5, et pour le coup, la défense et le hors-jeu, il y a un but hors-jeu de Balogun aussi, si je dis pas de bêtises. Dommage, parce que Luis Castro, on a été un peu dur avec lui, il y a des gens qui ont dit c'est pas mieux que Comboiré. Bah là, on commence à voir que ça veut jouer au football. Et je pense que si tu as été à la Beaujoire, tu dis merci pour le spectacle, pas merci pour le résultat, mais au moins tu t'es pas fait chier, quoi. Donc oui, Nantes qui perd, d'accord, mais Nantes qui marque des buts, c'est quand même un peu plus sympa. Alors oui, au classement, ça fait pas de miracle. Hein. Nantes, ils sont 15e, c'est pas la fiesta, mais je pense que tu avances davantage avec des victoires, avec des défaites comme ça, qu'avec des victoires 1-0 avec 2 tirs dans le match. Alors il en faut hein, des victoires 1-0 avec 2 tirs dans le match. Il n'y en a pas eu beaucoup pour Nantes cette saison, mais c'est une défaite encourageante, avec des joueurs qui ont de la ressource. Alors, il n'y a pas eu que des réussites. Tabibou, j'aime beaucoup le joueur. Hein. Il y a
Il y a quelque chose dans ce joueur, mais il est encore un peu frêle. Mwanga, j'aime pas trop, et je suis pas le seul. J'ai vu ce que disait Emmanuel Merceron, que je suis sur Twitter, et je suis d'accord avec lui pour dire qu'en position de numéro 8, c'est pas un joueur qui a le ballon suffisant pour jouer numéro 8. Mwanga, sa place, c'est numéro 6. Il manque toujours, déjà il manque le penant. Il manque toujours le penant dans ce rôle dans lequel Mwanga est aligné aujourd'hui, et il manque ce créateur qui, malheureusement, Tabibou, c'est pas suffisant, quoi. Donc l'équipe est moins forte que les saisons d'avant, mais tellement plus attachante. C'est quand même construit avec des bouts de bois, quoi. Taylel Tati, ça a 17 ans. Tabibou, c'est un bébé. Guirassy, pareil, ça a quand même très peu d'expérience. Benatab, c'est pas terrible. Hein. On a eu un début de saison un peu faux-fou, et depuis, c'est un peu plus compliqué. Non, elle est attachante, cette équipe de Nantes. C'est une équipe que j'aime bien, que j'aimerais voir réussir pour le principe d'avoir tenté un truc avec Luis Castro et que ça marche. Donc j'espère qu'ils vont remonter, parce que pour l'instant, au niveau comptable, c'est que 9 points, c'est pas suffisant. Mais il faut voir ce qu'ils ont perdu, Nantes, sur les dernières années. Effectivement, tu me parles de Chirivella, c'est une énorme perte, Chirivella, pour cette équipe. C'était la plaque tournante et c'était un joueur de grande qualité. Tu t'en sors avec des joueurs du centre de formation, avec un Louis Leroux par là, un Duff de l'autre. Tu sais pas d'où ça sort, mais la formation nantaise, elle continue à tourner, c'est plutôt rassurant. Aller chercher un Louchet en prêt au mercato. Je suis d'accord, Louchet serait une bonne prise. Tellement habitué à les voir nuls qu'on a l'impression que c'est pas mal Nantes. C'est un peu ça. Est-ce que c'est suffisant ? Pour l'instant, non. Parce que Nantes ne doit pas être 15e. Nantes, sur le papier, ça doit être 10-11. Mais attention à la saison kata, parce que ça peut vite mal tourner. Là, tu es à égalité de points avec le barragiste, c'est pas suffisant. Donc, on va voir. En attendant, des matchs comme ça, moi, j'en reprends. Hein. Parce que les matchs comme ça, à un moment donné, ça va tourner en faveur de Nantes. La victoire contre le PFC était rassurante, et cette défaite contre Monaco, elle te permet quand même de poser des bases pour la suite. Surtout sans compenser le départ de Moses Simon. On voit que c'est le problème. Devant... tu es obligé de mettre Ablin sur un côté parce que Mostafa Mohamed et Youssef El Arabi, tu peux pas les mettre ailleurs. Et tu combles avec Guirassy, qui est un joueur qui est volontaire mais qui n'est pas encore abouti. On verra contre Metz dimanche. Ouais, voilà, la vraie échéance, elle est là. Elle est contre Metz. T'as pas le droit de perdre contre Metz. Mais si tu gagnes contre Metz, tu regagnes des places et tu te mets un peu à l'abri. Et peut-être que tu as moins la pression, et peut-être que tu peux te lâcher, et peut-être que tu peux sortir une belle saison comme tu as commencé la saison quand même. Tu commences la saison à Nantes, tu joues PSG et Strasbourg, tu fais des défaites, mais des défaites qui sont pas mal dans l'absolu. Donc on verra bien. Je suis très curieux de voir aussi la suite de la saison de Nantes, parce que j'ai envie qu'ils réussissent pour le coup. La suite, autre match rigolo, Marseille contre Angers. Marseille avec pas mal de changements et de blessés, puisqu'on avait Egan Riley en titulaire en défense centrale à la place de Pavard. On avait Aubameyang en 9. On avait Angel Gomez aligné en numéro 10. C'était caca. Hein. Oh là là. C'était vraiment pas bon. Et le SCO avec une décision quand même assez importante, c'est-à-dire la mise sur le banc d'Amin Sbaï, qui était quand même le mélangeur en chef sur les dernières sorties du SCO, et Comier plutôt que Hanin pour apporter un peu de projection. Et c'est probablement le pire match de la saison de l'Olympique de Marseille. Marseille, ça va pas très bien. On sort quand même de 2 matchs avec très peu de contenu. Match contre le Sporting qui a été très laborieux. Un match contre Lens où ils ont buté sur une très bonne défense de Lens où il y avait très peu de contenu. Et là, contre Angers, ça n'a pas été bon du tout. Première mi-temps vomitive, et je pèse mes mots. Premier mi-temps atroce de la part de l'OM. On a une ouverture du score de Angers. Sidiki Chérif qui prend le dessus sur Aguerd. Il mange Aguerd. Vraiment, il l'a mis dans un bol avec des miel pops. Il a mis le lait dedans et il a dégusté. Il a dégusté Aguerd comme il avait bouffé Salissou il y a quelques semaines. Sidiki Chérif, c'est un monstre. Voilà, je le dis, je pose les mots. Sidiki Chérif, c'est un monstre. Il a 18 piges, je crois, mais il a bouffé au physique Aguerd. Aguerd, c'est pas un nul. Salissou, c'est pas un nul. C'est des mecs qui sont costauds, c'est des buffles. Putain, aucun problème. Il résiste, et puis il termine. Franchement, Sidiki Chérif, je suis impressionné pour une équipe qui vient de perdre Le Paul, qui a perdu Prosper Peter, qui était le remplaçant de Le Paul. Sidiki Chérif, c'est le remplaçant du remplaçant quand même à la base. Et le mec te met un but de renard des surfaces en bouffant au physique Salissou contre Monaco. Et là, contre Marseille, même pas peur, Naïf Aguerd, quoi. Donc, je pense que malheureusement, ça va pas rester longtemps, Sidiki Chérif, parce qu'il y a un potentiel de zinzin. C'est une armoire à glace, le mec. On dirait Romelu Lukaku alors qu'il a 18 piges. Donc, 1-0 pour Angers. On arrive à la mi-temps, vraiment mi-temps vomitif de l'OM à domicile.
franchement, catastrophe. Donc ça change. On a pas mal de changements à la mi-temps du côté de Roberto De Zerbi qui essaye de relancer des trucs. On a Gomez qui sort, on a Pavard qui rentre. Et surtout, bah, on a Robinho Vaz qui rentre. Voilà, et Robinho Vaz, il sortait d'un match très très compliqué contre Lens. Mais alors là, les amis, Robinho Vaz, oh là 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 là. Donc on a un premier but sur une contre-attaque qui me semble est lancé par Højbjerg, qui lance Aubameyang sur le côté droit, qui vient servir Vaz en renard des surfaces. Mais alors le deuxième but de Robinho Vaz, bon, bravo gamin. Vraiment, une passe de Emerson. Il y a un espèce de contrôle orienté qui élimine un joueur, un dribble qui élimine un deuxième joueur, puis alors une frappe, vraiment la gestuelle de Samuel Eto'o, quoi. Je suis impressionné, honnêtement. La vivacité, la puissance de ce gamin qui sort de nulle part. Enfin, je veux dire, il a été récupéré pour une bouchée de pain au centre de formation de Sochaux. Il a passé 1 an en réserve avant d'être lancé vraiment dans l'effectif marseillais. Alors oui, on peut pas compter sur lui à tous les matchs pour être hyper régulier. Il n'a pas été bon contre Lens. Mais là, waouh! Wow, le contrôle orienté, le dribble enchaîné, la frappe, la puissance de la frappe, le placement de la frappe, il y a tout dans ce joueur, il est fou quoi, c'est fou. Et c'est lui qui vient sauver le match de l'OM, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre dans le match de l'OM. C'est un bon gros tas de caca le match de l'OM. C'est un but sur un contre et un but sur un exploit individuel de Robinho Vaz, et c'est tout quoi. Et malgré ça, l'OM, ils ont réussi à se saborder. On a l'entrée d'Aminsbaï qui fait une entrée dégueulasse, au demeurant, et qui réussit à slalomer dans la défense. Youpi, tralala, génial. Et on a un but un peu absurde de rebond, de cafouillage de merde à la 96e minute. Autant vous dire qu'en termes de climatisation, là, on est très très bien. Qui vient empêcher l'OM de prendre les 3 points. Et malheureusement, bah, c'est plutôt mérité par rapport au contenu qu'ils ont proposé, l'OM. Ça fait 3 matchs de merde d'affilée, donc attention. Heureusement, au niveau comptable, c'est pas dramatique. Ils sont encore 3e, ils ont 19 points, ils sont à 2 points du Paris Saint-Germain. Mais dans le contenu, ça fait 3 matchs qui sont pas bons. Vraiment pas bons. Et j'ai l'impression que Roberto De Zerbi, il a toujours pas trouvé la bonne formule au milieu de terrain. Là, on avait Angel Gomez en 10, c'est pas bon. Angel Gomez, depuis le début de la saison, c'est très moyen. On avait un milieu... ça manque de calcium, ça manque de projection, de verticalité. On a eu un Greenwood qui s'est planqué pendant toute la rencontre. Très 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 mauvais, Greenwood, hier. Et un sentiment, et ça vous me direz si je me trompe, j'ai le sentiment qu'elle est un peu fatiguée, cette équipe de Marseille. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue physique, ils se sont fait bouffer physiquement par Angers sur la fin, enfin bouffer par physique. Mais ouais, il y a de la fatigue, peut-être que l'enchaînement des matchs avec l'Europe est compliqué, et la trêve va leur faire du bien, mais est-ce que ça va vraiment leur faire du bien? Parce que bon, bah, l'OM, il y a pas mal d'internationaux, il va y avoir la CAN, ils vont perdre des joueurs pendant la CAN. Attention l'OM, attention là. Heureusement, ils ont un calendrier qui est... Alors, on avait déjà dit ça après le match contre Lens. On a dit, attends, ça va, à Marseille, ils ont un calendrier sympa. Ils vont jouer le SCO d'Angers, ils vont jouer Auxerre. Après, ils vont jouer l'Atalanta. C'est pas la pire équipe à jouer en Europe. Et puis, ils vont jouer Brest. Ça devrait aller. Attention. Attention, pas mal de blessures, des joueurs qui ont un peu de mal. Pavard, il rentre, il est pas très bon. Et ça va être dur, hein. Ça va s'enchaîner. Hein. Là, ils ont des matchs quasiment tous les 3 jours en dehors de la trêve. Donc, Attention, et je serais même pas surpris qu'au mercato d'hiver, on remette un petit peu au pot là, pour trouver un bon milieu de terrain ou un bon latéral droit. Parce que Murillo, il fait quand même Enfin, il fait pas un match, il fait une mi-temps. Mais alors, la mi-temps de Murillo... on est sur Mouhamadou Dabo Prime. Hein. Donc, il bute quand même sur une très bonne équipe d'Angers. Très, très bonne équipe d'Angers. Et il faut pas minimiser la performance de Angers. Et moi, j'aimerais quand même en placer une pour Alexandre Dujeu. Parce qu'Alexandre Dujeu, il débarque dans cette équipe de Angers, c'est des bouts de bois, les mecs. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un joueur confirmé dans cet effectif. Là, maintenant, il y a Amisbaï qui amène un petit peu de paillettes. Mais tu veux recruter la Bolascari, on te dit non, tu peux pas parce que t'as pas de sous. Tu perds Esteban Le Paul, tu te retrouves avec 2 gamins de 18 ans pour occuper ton attaque. Par chance, t'as gardé Abdelli parce qu'il s'est blessé. Tu t'en sors admirablement bien. Ils n'ont pas posé le bus, Angers, effectivement. Ils ont joué crânement leur chance. Et c'est une équipe attachante, Angers. Alors qu'elle n'a pas toujours été attachante dans l'histoire. Rappelez-vous Stéphane Moulin avec Matteo Pavlovic en pointe. On bordait pas fort. Hein. Quand c'était Sheikh Ndoye qui mettait des buts, alors que c'était tout le monde sur corner, mettez-moi des têtes, Ismaël Traoré qui met 7 buts par saison, n'a pas toujours été entraînante, cette équipe d'Angers. Mais là, il faut admirer quand même. Parce que c'est une équipe qui a un effectif de Ligue 2, hein, Angers. Hein. Il y a des bons petits joueurs, quoi. Abdelli, c'est un bon petit joueur. Amisbaï, c'est un super joueur. Il est frustrant, il est énervant, mais il a un talent fou. Sidiki Chérif, d'où sors-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire? Et voilà, c'est une équipe intéressante, ce SCO d'Angers, quand même.
Et pareil, je les aurais pas mis là où ils sont aujourd'hui. Le SCO d'Angers est 13e avec 10 points. Surprise. On a nos grandes heures aussi avec Bamba, Pépé, Toko et Kambi, ça jouait bien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis mauvaise langue. Merci Lance pour le prêt d'Hervé Kofi. Ah bah carrément, ouais. Donc voilà, Marseille va continuer à avoir un calendrier plutôt sympa. Ça va jouer Auxerre, ça va jouer l'Atalanta. Il y a de quoi se refaire. Mais attention, parce que ça fait 3 matchs très laborieux. Très laborieux. Et on termine par le match qui nous a donné envie, nous supporters lyonnais, de nous fracasser le crâne. Le match entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Tout allait super bien, dis donc. Génial! On joue le Paris FC qui sort d'une défaite contre Nantes, pardon. Quelques petits changements. On nous a mis Jonathan Iconé plutôt que Moses Simon. On nous a mis Jebels pour activer le bonus ancien lyonnais. Ça n'a pas fonctionné. Et du côté de l'OL, déjà on a des choix au départ. On en a un qui me gêne, mais on va en parler après. C'est la titularisation de De Carvalho. Abner plutôt que Tagliafico, Tessman au repos, et Pavel Schultz en neuf. Ok, pourquoi pas. Et vous savez quoi? Ça marche plutôt pas trop mal, puisque le Paris FC est très mauvais. Très mauvais pendant toute la première mi-temps. On a une ouverture du score à la 6e minute de Corentin Tolisso qui est lancé par Dominique Greif, qui envoie une longue praline, ça tombe sur Tolisso en 0. Très bien. 23e minute, sortie d'Iconé, entrée de Moses Simon qui est pas très en forme. Et là arrive le premier problème. 27e minute, Chergui qui démolit Tyler Morton. Il a déjà un jaune, il prend pas le deuxième jaune. Alors, on m'a expliqué que c'est parce que le premier jaune était un peu sévère, du coup, il a pas mis le deuxième jaune. Ah bon, nouvelle règle. Écoutez, nouvelle règle, ça s'applique à l'Olympique Lyonnais, super. On arrive à la mi-temps, 1-0 pour l'OL, période assez terne, mais ça va bien. Paris FC a rien fait de la mi-temps, l'OL est plutôt solide, on mène 1-0, c'est super. Que peut-il se passer de mal? Rien, puisqu'on reprend 2-0. Tolisso qui lance Morera, la mobilette, il sert Schultz, 2-0. Super. Quelques minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? On a une déviation de Morera qui lance Pavel Schultz, et il court, il est pris, c'est pas grave, petit lob. Magnifique, 3-0. Incroyable. L'Olympique Lyonnais va être co-leader de championnat, avec le Paris Saint-Germain, victoire nette et sans bavure, super. Et là, je suis désolé, mais vous allez me dire, il n'y a pas rouge sur Abner. Peut-être qu'il n'y a pas rouge sur Abner. En attendant, le geste de Abner, le tacle par derrière à 3-0, il est débile. C'est débile de faire ce tacle-là. Et autant il prend le ballon, il n'est pas blessé le mec en face, la vérité sur Abner, c'est que si ce tacle-là, il a lieu sur Fofana, vous hurlez au rouge. Quand bien même il n'y a pas de blessure. C'est le même tacle que Doucouré, juste la fin n'est pas pareille. C'est un tacle qui est dangereux. Est-ce que ça vaut rouge? Peut-être pas, parce qu'il n'y a pas de blessé ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que le geste est débile. Alors, je suis un peu choqué par le rouge, parce que je trouve que c'est quand même très sévère pour Abner. Mais il n'y a pas à faire ce geste-là. C'est débile de faire ce geste. Il n'est même pas dangereux. Pourquoi tu fais le tacle comme ça à 3-0? Pourquoi tu te mets en difficulté bêtement, alors qu'il n'y a pas besoin? Donc oui, après on peut dire oui, il y a rouge, il n'y a pas rouge. Moi, je trouve ça plus choquant de ne pas mettre le deuxième jaune à Chergui que de mettre le rouge pour Abner. Je ne suis pas outrageusement choqué que Abner prenne rouge sur ce truc-là. Alors par contre, il faut mettre rouge à tout le monde sur ce genre de tacle. À ce moment-là, il faut mettre rouge à Boady et il faut mettre rouge à Fofana sur le match de Lille. Mais c'est un tacle débile. Donc pour le karma, il mérite rouge. Voilà. Et vous savez quoi? À la limite, on s'en fout. On s'en fout. Derrière, t'as un corner repoussé avec un marquage, marquage de Maitland Nice, comme d'habitude. Camara qui met le 3-1. Et là, vous la sentez, l'odeur de caca qui commence à émaner de ce match. Là, vous le savez, vous êtes supporter lyonnais, il y a 3-0, un carton rouge, 3-1. Vous dites, je connais ça. Ça, je connais. J'en ai déjà mangé. Je connais le goût. Ça n'a pas bon goût, mais on commence à être habitué. Hein. Peut-être qu'un jour, on aimera ça, on sait pas. Hein. Évidemment, là, miracle. Deuxième faute de 2 mètres. On est à 10 contre 10. Peut plus rien nous arriver. Les gars. 3-1, 10 contre 10, Paris FC, qui n'a rien fait de la rencontre. Hein. Rien. Ils ont marqué un but sur un coup de chatte, mais ils n'ont rien fait. Et si je faisais sortir le meilleur joueur de la rencontre pour faire rentrer un défenseur? Ça, c'est une bonne idée, ça. Si je faisais sortir Afonso Moreira pour faire rentrer Ateboa? Ça, je suis fort comme coach quand même. Hein. Et si j'avais dominé tout le match, une équipe très faible, et que je me disais, il reste un quart d'heure, je vais jouer en 5-3-1. Je vais leur laisser le ballon. Je vais leur laisser des espaces. Je suis un bon coach, moi. Je suis un bon coach. C'est Karabek, pardon. Mais c'est pareil. Moreira, il est sorti aussi. Il avait du jus. Moreira, c'est un dragster. Il joue jamais. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup? Ouais, 3-2. Bien sûr, 3-2. Ilan Kebal. Alors, Ilan Kebal, quand même un très bon joueur de football, Ilan Kebal. Mais on sait, Ilan Kebal, c'est comme Robben. C'est-à-dire, il y a une zone dans laquelle il ne faut pas le laisser tranquille. Cette zone, c'est l'angle de la surface. Il en a déjà mis 3, des comme ça.
Si tu laisses Ilan Kebal dans l'angle de la surface, hop là, lucarne. Bah laissons-le. Après tout, pourquoi pas? Ça peut pas nous arriver, après tout. Ilan Kebal, il a déjà mis des bangers contre toutes les équipes de Ligue 1, y compris Marseille. Il va pas en mettre un contre nous. Allons-y, pourquoi pas? Puisque mettre 5 mecs derrière, il n'y a personne de l'autre côté. Donc Ilan Kebal, il récupère le ballon, puis il avance, puis il ajuste, puis il arme. Et puis il y a Mathys de Carvalho qui est devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait, Mathys de Carvalho? Il monte son cul. Bah oui, mais les culs, ça n'arrête pas les frappes, monsieur de Carvalho. 3-2. Bah oui, 3-2. Puis du coup, pourquoi pas prendre une frappe déviée aussi dans la foulée? Bah oui, on connaît à l'Olympique Lyonnais. On a pris la même contre Toulouse. On a un gardien de 2 mètres, il se fait lober sur sa ligne. Bah, si vous voulez un gardien qui se fait lober sur la ligne, vous pouvez garder Anthony Lopez. Hein. Donc à un moment donné, voilà, 3-3, et puis c'est quoi à 3-3, le pire, c'est qu'on se remet à jouer au foot. À 3-3, on se remet à jouer au foot. On est fatigué, hein. On est fatigué. Donc à un moment donné, on peut critiquer l'arbitrage, mais le changement de scatophile, là, à faire sortir, à faire rentrer à Tebourg pour passer à 5 derrière, ça on peut plus les enfants. C'est fini, c'est pas possible. Ça fait combien de matchs? C'est pas possible en fait. C'est un truc que je comprends pas chez Fonseca. La préparation des matchs, la préparation tactique des matchs, elle est souvent très bonne. L'OL rate pas beaucoup de matchs tactiquement. Parfois il rate parce que techniquement c'est de la merde, parce que l'adversaire est fort. Mais c'est rare que Fonseca se plante dans l'approche d'un match. Mais la lecture des matchs, les gars, la lecture des matchs. Rennes, c'était une catastrophe. L'an dernier, United, c'est juste du coaching hein, qui fait perdre de matchs. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est une tempête de diarrhée qui nous a pondu Fonseca. C'est Fonseca, dès qu'on mène au score, c'est gravissime. Habib Bey a fait pareil. On a eu combien de trucs comme ça? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on avait raté la victoire dans un derby en faisant rentrer Diakabi à la place de Fekir. C'est vieux comme le monde. Et c'était pareil à Lille. La lecture des matchs, c'est son défaut. Et j'ai peur que ça change jamais. Et j'ai peur qu'à un moment donné, on finisse par en avoir marre, quoi. Et c'est pas la première fois que les changements tuent le match. C'est pas le seul truc qui tue le match. Je suis désolé. Et je suis pas du genre à aller critiquer des jeunes et tout ça, parce que j'aime beaucoup les jeunes du centre de formation et je les encourage et compagnie. Je comprends pas ce que Fonseca voit dans Mathys de Carvalho. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fout titulaire. Mathys de Carvalho, c'est un joueur qui est limité. Il est vraiment pas bon hier. Et sur les matchs qu'il a joué en Europa League, il y a le premier qui joue qui est pas mal. Il est ok, il est bon. Mais c'est moyen. C'est pas bon. Mathys de Carvalho, quand il était chez les jeunes, personne vraiment pensait qu'il allait faire une carrière en pro. Et on a quand même eu une prépa monumentale de Calis Mera. Calis Mera, son poste, c'est 8 à la base. C'est là où joue des Carvalho. Donc qu'est-ce qu'a fait Calis Mera? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être tricard? Il est puni? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut nous expliquer quand même, parce que c'est quand même un joueur talentueux, Calis Mera. Alors oui, il n'est pas fini. Mais la titularisation de De Carvalho sur un match aussi important est inexplicable. Vraiment inexplicable. Et je sais pas, peut-être qu'il faut renommer Calis Mera en Calis Merinha et dire qu'il est portugais pour qu'il joue, je ne sais pas. Mais je suis très perplexe sur le choix de base de mettre De Carvalho, qui est probablement un des pires joueurs du match, avec Mata qui n'a pas été bon aussi. Mais il y a des choses qui sont des énigmes. Alors évidemment, si on gagne 3-0, on se pose pas la question. Mais il est fautif sur le but de Kebal, où vraiment il monte avec tranquillou, quoi. Vraiment. Puis il monte son cul. Enfin, face à un mec qui s'est enroulé, fonce dessus, chef. Donc peut-être que le retour de Mangala va faire du bien, mais Mangala, il n'a pas joué depuis 9 mois. Misez pas trop dessus, hein. Moi aussi, j'espère que Mangala va faire du bien. Mais pour l'instant, Mangala, il est en reprise. C'est pas demain la veille qu'il sera titulaire. Donc, c'est... Il y a des choses positives à en tirer, mais dans les négatifs, il y a quand même beaucoup de négatifs à tirer de ce match. Il y a Greif. Greif, il y a eu un début de carrière à l'Olympique Lyonnais avec beaucoup de beaux arrêts, notamment le match contre Angers où il sauve le match. Mais c'est un peu moyen là, hein, depuis 1 mois et demi, Dominique Greif. Hein. Il y a très peu d'arrêts. Il se fait lober 2 fois sur sa ligne contre Toulouse et ce soir-là. Le jeu au pied, ça va, mais c'est pas non plus la folie pure. Mata, c'est très laborieux, de plus en plus. Est-ce qu'on serait pas sur un début de déclin? Je sais pas, mais en tout cas, le côté Matelas maintenant de Nice, c'est pas du tout rassurant. Abner, Abner, 8 millions quand même, hein, les gars. 8 millions, Abner. Oh. Cette équipe ne respecte pas 3 fois l'occasion de premier au classement, 3 fois une piste dessus. C'est un peu dur, mais c'est vrai. Il y a du positif. De positif, c'est qu'Afonso Moreira, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose. C'est un chien fou. Pavel Schultz, pardon.
pas pourquoi je Schultz. Pavel Schultz. Moi, j'étais perplexe. Alors, j'ai très envie d'aimer Pavel Schultz parce que je trouve que le mec a l'air sympa. Le mec a l'air foncièrement sympa. Et c'est toujours un joueur un peu inexplicable, Pavel Schultz, parce qu'il est pas très rapide, pas très physique, pas très technique, mais il a le pouvoir de l'amitié avec lui. Et là, le match qu'il fait, c'est un match de chien fou, quoi. Il s'arrache. Il est placé comme il faut sur son premier but, et le deuxième but, c'est un bonbon. Et Pavel Schultz, si c'est ça qu'il fait toute la saison, ça me va. S'il est décisif quand il doit être décisif et qu'il doit s'arracher toute la rencontre, je veux dire, on a une ligne d'attaque, elle n'a pas énormément de talent intrinsèquement. Afonso Moreira, Pavel Schultz et Karabekh, c'est pas des joueurs qui ont un talent de dingue, un talent intrinsèque, c'est pas des génies, quoi. Mais c'est des acharnés, quoi. Et ça suffit parfois dans des équipes d'avoir des acharnés. Et voilà, à chaque fois qu'il est titulaire, il plante, et il a la volonté. Et moi, ça se voyait très bien dans la première partie du match, les appels croisés avec Schultz qui vient décrocher et Moreira qui prend la profondeur, plus Tolisso derrière qui vient foutre le sbeul dans l'espace entre les deux. C'est là où Fonseca, il a quelque chose. C'est là où on peut pas nier que Fonseca, il y a un truc avec Fonseca. Tactiquement, il y a un truc. Le problème de Fonseca, c'est qu'il a aucune capacité d'adaptation. À 10 contre 10, panique. Plus personne sait où il doit jouer. C'est dommage. C'est frustrant. Parce que tu perds 1-0 en étant nul. Tu perds 1-0 en étant nul. T'es pas content. Mais t'as pas ce sentiment de colère et de frustration que t'as depuis le début de la saison. Parce que les 3 défaites de l'OL, contre Nice, contre Rennes et contre zut, j'ai oublié. Les contre-performances, elles sont absurdes. Elles ont pas de sens. Tu te sabordes tout seul. Alors après, ça compense le fait que tu as chaté des victoires, on ne sait pas comment. Victoire contre Lille, victoire contre Lens, je ne sais pas comment tu les récupères celle-là. Mais Toulouse, oui, Toulouse. Elle est hyper frustrante cette équipe. Parce qu'au début de la saison, on mise rien sur cette équipe. Franchement, au début de la saison, je me dis 8 ou 9. Et on voit qu'elle a un truc, elle a un potentiel, elle a le pouvoir de l'amitié, elle a le côté shonen, elle a le côté chien fou avec des mecs qui se donnent, et tu te dis putain, mais il y a un truc à faire. Et puis, il y a des proutes de cerveau, de la part du coach, de la part de l'adjoint, la déclat de Maciel qui dit oui, les changements, c'est génial quand ça marche, et sinon c'est nul. Merci Georges. Quand même l'impression que Georges Maciel, c'est pas une foudre de guerre. Mais pas d'explication, quoi. Pas d'explication sur cette lecture défaillante du match. On l'a déjà eu contre United. Alors que, putain, si on nous avait dit qu'on irait en quart de finale contre United jusqu'en prolongation, on aurait été content. Mais comment t'as pas envie de te fracasser le crâne quand tu vois des matchs comme ça? Elle est énervante, cette équipe. Elle m'énerve. Et en même temps, j'ai envie de les aimer et de leur faire des câlins. Quand je vois Pavel Schultz là, qui met un doublé avec la petite louche là par-dessus, en bout de course, au bout de l'effort, putain, j'ai envie de le prendre dans mes bras en disant t'es un crack, Pavel. Et à côté de ça, j'ai envie de fracasser le crâne quand je vois le scénario du match. Elle m'énerve, cette équipe. Au moins, il y a des émotions. Au moins, ça a des émotions. C'est-à-dire, il y a 3 mois, 4 mois, on était en Ligue 2. Mais... putain, le Prince de Karl, t'es horrible. T'es horrible, mais la comparaison, elle est parfaite, mais t'es horrible. Le Prince de Karl, dans le chat, il a dit « l'OL, c'est le moche qui ramène la plus belle meuf de la boîte, mais qui bande pas. » C'est drôle parce que c'est vrai. C'est horrible comme comparaison. Ah, on a du talent dans le chat, hein. On a du talent dans la commu, hein, quand même. Enfin bref, voilà, frustrant. Au final, l'OL a 19 points, on est à 2 points du PSG. 5e, on aurait signé des 2 mains, des 2 pieds, des narines et des oreilles en début de saison. Mais c'est frustrant, quoi. C'est frustrant. C'est juste frustrant. Voilà. Je vais vous montrer le classement quand même pour que vous voyez un petit peu l'homogénéité de ce bordel. Pour vous montrer que le Paris Saint-Germain est en tête avec 21 points devant Monaco avec 20 points. On a 4 équipes qui se tiennent en 19 points. Marseille, Strasbourg, Lyon, Lens, Lille et Nice en embuscade à 17 puntos. Un petit trou avec Toulouse 14e. Et ensuite, on a la deuxième partie de tableau où pareil, ça se tient en 3 points. Rennes 12 points, Le Havre 12 points, Paris FC 11 points, Angers 10 points, Brest, Nantes, Lorient 9 points. Auxerre un petit peu décroché 17e avec 7 points. Et Metz qui récupère 3 points mais qui est toujours uniquement à 5 points et moins 18 de différence de but. On a quand même une première partie de saison très sympa. Ce n'est pas ma chambre, Thierry-Henri Salvador Dali. Je suis dans le bureau de mon associé. Ma chambre est très bien rangée, n'en déplaise aux détracteurs. Non, on a une belle saison de Ligue 1 pour l'instant. Du suspense à tous les étages, des équipes qui soufflent le chaud et le froid. C'est cool à suivre, c'est très sympa. On n'est pas à plus 7, on est à plus 4. Je me suis planté?
Je me suis planté, effectivement. Je pouvais pas tout faire parfaitement. Effectivement, on est à plus 4. Comme Lens d'ailleurs, qui est à plus 4 aussi. Je me suis planté. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. On est à plus 4, pardon. Lens aussi est à plus 4. J'ai chié dans la colle. Voilà, je vous le dis, j'ai chié dans la colle, c'est pas grave. Mais c'est intéressant quand même, au bout de 10 journées, on est à presque à un tiers du championnat de voir autant d'homogénéité, quoi. C'est cool. C'est cool. Voilà, l'équipe type de cette journée de championnat. Il y a eu quelques hésitations, je vais pas vous mentir. Pas dans le but. Dans le but où j'ai mis Diouf sans trop sourciller. Ça aurait pu être Kofi aussi. Mais il en a pris 2, donc non. Donc Evan Diouf pour la deuxième journée d'affilée. En défense centrale, j'ai mis Gebamin du côté de Metz et Charlie Cresswell qui a été buteur avec Toulouse. À droite, Kofi Kwao qui a été excellent sur la victoire de Metz. Et à gauche, Arsène Kouassi pour Lorient qui l'a bien mérité. Il était temps qu'il laisse sa présence dans l'équipe. Je crois qu'il l'a eu en tout début de saison aussi. Milieu de terrain, bah c'est bien. J'ai pas besoin de faire les assets puisque Valentin Barco, il est là tout le temps. Pas d'Angevin, j'hésitais, je vous dirai après. Et Mamadou Koulibaly, buteur également du côté de Monaco et grand artisan de la victoire des Monégasques. On voit pas l'équipe type, remet l'ardoise, c'est faux, tu mens. À droite, j'ai mis Magnès à Cliouche. En numéro 10, évidemment, Gauthier Hein, double buteur et carton rouge. À gauche, Robinho Vaz pour son entrée fabuleuse. Et en pointe, j'ai longuement hésité entre Pavel Schulz et Sidiki Cherif. Et j'ai choisi Pavel Schulz parce que j'aime bien Pavel Schulz. Mais Sidiki Cherif, voilà, il y a un but, très beau but. Et Pavel Schulz, il y a un doublé. Même si Pavel Schulz n'a pas été excellent en première période. Hein, mais bon, il y a un doublé. Voilà. J'ai hésité à mettre Golovin aussi pour Koulibaly. Mais Golovin est entré en jeu. J'ai préféré récompenser Koulibaly. Et c'est pas trop, à niveau hésitation, j'ai pas trop hésité pour le reste. À part Sidiki Cherif et Golovin, le reste me semblait assez naturel. J'ai vu que l'équipe avait mis Afonso Moreira. C'est vrai qu'Afonso Moreira aurait pu mériter parce qu'il est passeur décisif. Mais en vrai, il est double passeur décisif dans la réalité. Mais Robinho Vaz, Gauthier Hein et Akliouche me semblaient évidents. Et du coup, il me restait Schulz. Et je trouve qu'il fallait récompenser un Lyonnais quand même. Voilà. C'est quoi pour toi l'équipe type Yaourt Nature de la saison? Yaourt Nature, c'est-à-dire les joueurs dont tout le monde se fout. L'équipe type Yaourt Nature. Alors attendez, je reprends. Dans les buts. Alors Yaourt Nature, ça veut dire quoi? Parce que je peux vous faire l'équipe type des nullards, hein, si vous voulez. Si vous voulez, je vous fais l'équipe type des nuls. L'équipe type des nuls cette saison. Dans les buts, on met qui? On met Majeski. À droite, je pense qu'on peut mettre Maitland Niles. Benjamin Pavard. Yegbe à Metz. Et à gauche, qui c'est qui est nul à gauche? Bah franchement, Quentin Merlin, cette saison, c'est catastrophique. Hein. Mais Baudard, il a joué 2 matchs. Voilà, Baudard, il a joué 2 matchs. Au milieu de terrain, qui c'est qui est nul au milieu de terrain? Franchement, Angel Gomez, il serait bien au milieu de terrain. Angel Gomez, et qui c'est qui est nul au milieu? Je vois pas trop qui mettre au milieu dans les gros nuls. Franchement, c'est Seko Fofana. Hein. Même il a fait des bons matchs, Seko Fofana, quand même. Seko Fofana, peut-être? Ouais. Celui de Rennes, bah, Seko Fofana, du coup. Et bon, on pourrait remettre un Messin, hein, mais lequel? Deminguet? C'est pas si horrible que ça, dans l'absolu. De Carvalho, vous êtes dur. Et en attaque, si on doit mettre un trio d'attaque de nullards, qu'est-ce qu'on peut mettre? Casimir Dosser. Et qui d'autre? Mostafa Mohamed, même s'il a été buteur ce week-end, il était quand même sacrément nul à chier depuis le début de la saison. Altamari, ouais. Guy Lavogui, t'es dur. Il y a eu quand même une bonne rentrée à un moment donné. Qui c'est qui est nul à Brest? Ludovic Blas, ouais. Ludovic Blas, il l'a pas volé, ouais. Ouais, si on devait faire une équipe bide, on appellerait ça comme ça. Oh, Grasso, vous êtes dur. Satriano, ouais, c'est un peu dur aussi. C'est pas des joueurs qui ont assez joué. Kevin Carlos, ouais. Kevin Carlos pour faire chier Unies qui a demandé à ce qu'on ne le mette pas en pointe. Kevin Carlos. Bon, je mettrais bien Johnson, mais il a marqué aussi. Højbjerg au milieu, ouais, mais c'est mieux ces dernières semaines. C'est un peu mieux. Et en coach, le Mignon, il a gagné, donc c'est un peu dur. En coach, c'est dur en coach en vrai. Hein. On est obligé de mettre le Mignon en vrai. Hein. Ouais, Habib Bey en coach. Habib Bey, vous avez raison. On le fera quand on le fera bilan de la saison. On fera l'équipe bid. On fera une petite émission bilan de la saison. On fera une équipe bid.
Ça fera réagir sur Twitter. Les gens, ils vont être en colère, là. On fera l'équipe bide. Très bien. On a terminé ce débrief, 1h40. Voilà. Même quand c'est des multiplex, on fait 1h40. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera dimanche, du coup. Exceptionnellement, ce sera dimanche, puisque je ne serai pas chez moi une nouvelle fois et que le lundi soir, je suis occupé. Donc on se retrouvera dimanche pour un débrief OL, pour le coup. On fera un débrief de Brest-Lyon et on fera dans la foulée un débrief rapide de la journée de Ligue 1. Mais ce sera un débrief spécifique de Brest-OL. Voilà. Malheureusement, Pélissier est pas loin. Malheureusement, ouais. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Il est 23h46. On peut clipper des trucs des magos, genre yaourt au caca si tu veux, ça te fera du chiffre. Alors on est bien, là, ambiance paisible, on fait moins de stats, mais on est bien entre nous, on est sur une émission d'esthète. C'est bien, on est content là. Moi je suis bien, j'aime bien ce débrief Ligue 1. Il fait 12 000, 13 000 vues, mais on est bien. Voilà, 400 spectateurs, on est entre nous, c'est les meilleurs lives. Voilà. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces et les petits push et les petits commentaires, tout ça, abonnez-vous, c'est important, ça me fait plaisir. Et on se retrouvera dimanche, donc dimanche sur les coups de 23h en live sur Twitch et le lundi matin, du coup, pour le replay sur YouTube. Merci à vous, bisous, à bientôt, ciao!